avec aujourd'hui Jamel Mazy. Je te présente tout de suite comme ça. Hop, Allez. ça y est. Et avec toi, on va parler de ton parcours à toi, qui est un peu ton parcours de vie, mais qui est un parcours, je pense, qui parle à plein de gens. Donc, je te présente rapidement. On est collègues à France Info, donc on se connaît bien. On va pas faire semblant de pas se connaître. Ça fait 10 ans maintenant. Putain, ça bientôt 10 ans. 10 ans, on était là au début de France Info tous les deux. Donc maintenant, Jamel, il est aux commandes de la matinale de France Info. Donc là, il est éclaté parce qu'il a travaillé. À quelle heure t'as commencé ? À 3h30 du matin. J'ai fait une petite sieste d'1 heure entre deux quand même, mais bon. Ça va piquer un peu. Ça pique un peu. Mais ça va. Franchement, il est sympa, Jamel, d'être avec nous parce que ça va piquer un peu là. Bon, mais en tout cas, il est donc excellent journaliste et présentateur sur France Info du vendredi au dimanche. Et puis, évidemment, il a plein d'autres vies et il a plein d'autres passions et de choses à raconter. Et donc, il vient de sortir un documentaire qui est sorti sur France 5 qui s'appelle « On n'est pas des racailles ». Comment tu pitcherais ton documentaire « On n'est pas des racailles » ? Comment le pitcher ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'histoire d'une bande de potes qui a eu la chance de grandir sans smartphone, sans les réseaux sociaux, mais avec la petite caméra numérique que m'avait offert mon grand frère. Donc, c'est l'histoire d'une jeunesse caméra embarquée. C'est l'histoire d'une jeunesse documentée. Et c'est l'histoire d'une jeunesse qui a été, à un moment donné, qui s'est sentie insultée, qui avait des rêves plein de la tête, et qui, des années après s'être fait insulter par un homme d'État, a malgré tout transformé ses rêves. Certains y sont arrivés, d'autres moins, mais beaucoup en tout cas sont restés dans leur quartier d'origine alors qu'ils avaient des rêves plein la tête pour transformer leurs rêves et rester au service des autres. Et c'est ça que je raconte au final. C'est vraiment l'histoire d'une réparation, d'une résilience en fait. On n'est pas des racailles. On va quand même le dire clairement. Qui est cet homme d'État dont on parle ? Parce que le point de départ de ton documentaire, c'est une scène... Alors, je pense qu'il y a pas mal de jeunes sur Twitch là qui on parle, qui vont pas se rappeler forcément de ce qui s'est passé parce que c'était en 2005. C'était il y a plus de 20 ans. Moi, j'étais déjà jeune adulte. Toi, t'étais ado. Moi, j'avais 18 ans. 18-19 ans, j'étais à la fac. Je venais d'arriver à la fac de droit. Et donc, on va dire qui a prononcé cette phrase. Je pense que ceux qui ne le savent pas, qui ont à peine 20 ans, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, fin octobre 2005, Nicolas Sarkozy, donc, qui était venu un soir nous rendre visite et qui était venu surtout, en fait, tard le soir pour rencontrer les forces de l'ordre et faire état un petit peu de nouveaux moyens qu'il avait mis à disposition justement des forces de l'ordre. Et forcément, cette visite, elle s'est pas très bien passée pour lui parce qu'il a été mal accueilli avec beaucoup de jeunes qui étaient remontés comme des coucous. Il y a eu des jets de bouteilles, des insultes, etc. Et à l'issue, au bout de sa déambulation sur la fameuse dalle d'Argenteuil, on est à 10 km au nord de Paris. Il arrive au pied d'un immeuble et il est interpellé par une dame et il lui répond, après cette séquence un peu violente, vous en avez assez de cette bande de racailles, je vais vous en débarrasser. Et quelques secondes après cette séquence-là, il s'introduit dans l'immeuble et moi je me retrouve dans le hall, donc j'avais suivi un peu sur le parcours. Et à ce moment-là, je l'interpelle. Et je lui demande pourquoi il a dit ça et est-ce qu'il n'avait pas le sentiment de nous mettre tous dans le même sac. Et il me répondra qu'il ne faisait pas d'amalgame, qu'il faisait la différence entre les jeunes et qu'il y avait aussi des voyous. Voilà, c'était sa réponse. Et c'est là quelque part que la grande histoire, elle se confond avec la petite histoire, parce que nous, même si on n'était pas à Argenteuil ce jour-là, on a tous vu ça à la télé, parce que c'est une scène qui a été ultra médiatisée. Tout le monde l'a vu. Et j'étais devant lui ce soir-là, ouais. Et donc, voilà, ça c'est quelque part la grande histoire nationale, parce que ça fait partie des moments importants. En plus, il y a eu des décisions après, des décisions pour la ville. Mais ça se confond avec ton histoire personnelle, l'histoire de tes potes, parce que finalement, ça a été un point de départ pour toi de réaliser peut-être certaines choses. Et puis ensuite, on va en parler, tu as été invité à Place Beauvau, etc. Il s'est passé d'autres choses après. Donc c'est là que la grande histoire a rencontré ton histoire personnelle. Et ça, 20 ans après, déclencher un documentaire, c'est une histoire de fou. Parce que 20 ans après, t'en fais un documentaire et tu reviens sur tout ce qui s'est passé. Bon. Alors, comment ce stream va se passer ? Évidemment, on va regarder des morceaux du documentaire de Jamel, on va le commenter ensemble. On va avoir un invité spécial un peu après, quelqu'un qui est dans le documentaire de Jamel et que moi j'ai trouvé hyper intéressant, hyper sympa. Puis il y a une énergie de fou et j'avais envie de la faire partager avec vous. Donc vous allez voir, il va arriver, je vous dévoile pas ça, mais enfin, vous allez il est dans les personnages du docu, donc vous le reconnaîtrez. Et donc on va commencer par une phase où on va discuter tous les deux, on va regarder des bouts du docu, mais je vais regarder le chat évidemment
Par contre, la phase où on va vraiment prendre votre question sera plutôt dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord discuter entre nous. Je vais regarder vos questions et de temps en temps, j'en prendrai. Mais vous allez forcément être un peu frustré au début parce que je vais pas lire tout. Parce que je peux pas. Moi, j'ai essayé, mais tu peux pas faire une bonne interview en lisant en même temps un chat en permanence. Sinon, je trouve que c'est décousu. Donc par contre dans la deuxième partie c'est promis, je vais faire que lire vos questions et là vous pourrez balancer toutes les questions que vous avez à Jamel. Voilà, donc on attaque et on va attaquer par un truc simple, c'est qu'il va falloir qu'on voit ce qui s'est passé avec Sarkozy, parce que c'est bien d'en parler, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se rappellent plus du tout du truc. Moi, je l'ai revu dans ton documentaire, mais c'était déjà assez loin pour moi. Donc Paul, on a toujours Paul en régie. Affiché sur tous les terrains. Ah bah ça y est, il est... Déplacement dans un quartier sensible d'Argenteuil, une visite agitée. La veille, il y avait un escadron de police dans le quartier. Ça fait monter la température. C'était comme une cocotte minute prête à exploser. Donc ça, bam. Et lui, il a profité de ce moment-là pour sortir cette fameuse phrase. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il a fait un coup de com' extraordinaire. Mais nous, on s'est senti humiliés, je vais pas te mentir. Tu l'as pris pour toi à l'époque? À l'époque, tout le monde. C'est mes sœurs. On ressemble. Leurs parents, leurs grands-parents ont vécu la même chose. Et cette étiquette, elle nous a collé à la peau pendant des années. Même là, jusqu'à aujourd'hui. J'assiste à la scène derrière les caméras. Nicolas Sarkozy, le puncher, a frappé. Le ministre de l'Intérieur nous a touché au cœur, alors je l'interpelle. C'est super de lutter contre la sécurité, mais vous pensez pas que les jeunes vont se sentir un petit peu tout le monde dans le même sac en quelque sorte? Non, il n'y aura aucun amalgame. D'ailleurs, moi je ne dis jamais c'est les jeunes. Je parle des voyous. Et un voyou, quel que soit son âge, c'est un voyou. C'était il y a 20 ans voilà, sur la date d'Argenteuil. On va maintenant discuter de cette scène qui est... déjà, je t'ai à peine reconnu. C'est... Avec la demi-moustache. Avec la petite moustache de tu sais, celle qui se prend dans le lait quand t'as 15 ans, là, tu vois ou pas? C'était à la mode à l'époque. Ouais. En tout cas, incroyable cette scène. Donc en fait, tu te retrouves face à Sarko jusqu'après qu'il ait dit voilà, on va vous débarrasser cette racaille. Ouais. Est-ce que c'est un truc que t'avais un peu préparé? C'est-à-dire que t'attendais qu'il arrive? Pourquoi tu te retrouves face à lui, en fait, à ce moment-là? En fait, je me retrouve face à lui parce que déjà, on avait appris le jour même qu'il allait nous rendre visite sur la date d'Argenteuil, dans mon quartier. On avait appris ça dans le Parisien du jour. Sur la une du Parisien, un petit encadré, le ministre de l'Intérieur allait rendre visite aux Argenteuillais. Et donc, forcément, on arrive le soir, il y a un attroupement sur la dalle, tous les jeunes de la dalle, pratiquement, en tout cas, sont là pour l'accueillir. Et moi, je voulais aussi être là avec tous mes potes d'enfance du quartier pour l'accueillir et essayer de voir pourquoi il était venu nous voir et c'est aussi pourquoi pas de lui parler. Et donc... Tu t'es quand même dit, j'aimerais bien lui parler. Dans ma tête, ouais. Clairement, j'avais pas forcément peur. C'est pas tous les jours qu'un ministre d'État vient vous voir. Enfin, moi, j'en avais jamais vu des ministres avant. L'idée et le courage de se dire, tiens, j'ai envie de prendre la parole. Donc déjà, t'avais ce truc t'avais pas froid aux yeux quand même. Non. Et puis après, moi, je pensais qu'il venait nous voir en tout bien tout honneur. Donc, j'avais pas de raison particulière de craindre sa visite ou de pas l'aborder au final. Donc, au moment où il arrive, c'est là que je sens que la température monte très très vite. Il y a des insultes, des jets de bouteilles, et puis très vite son service d'ordre va essayer de l'emmener au commissariat qui se trouve au pied de l'immeuble où justement il a prononcé ce mot-là et cette phrase. Et moi, je réussis à passer un peu entre les mailles du filet du cordon de sécurité. Et donc je le suis jusqu'au moment où il se poste en bas de cet immeuble en fait. Et moi, je suis derrière les caméras quand il lance cette phrase. Donc moi, j'entends tout. Et quand j'entends ce mot-là, je me sens touché en plein cœur. Ça fait l'effet d'une déflagration. Je me dis, waouh, c'est la première fois qu'on accueille un ministre d'État dans notre quartier. Et en plus, il nous insulte. Ouais, mais après, je me suis senti insulté. Même s'il s'était passé des choses avant, c'est-à-dire qu'il s'était fait insulter. Oui. Donc il était malmené quand même. Il a été malmené. Mais de là à dire qu'il y avait plusieurs centaines de jeunes sur la dalle, de là à dire que ces plusieurs centaines de jeunes étaient tous des délinquants, c'est faux. Donc c'est pour ça que moi j'avais le sentiment qu'on était tous mis dans le même sac quand il a prononcé cette phrase. Et lui dit non, pas du tout. Et lui il dit non, pas du tout. Je stigmatise pas, je parle des voyous, je parle pas de vous. Mais en fait, effectivement, ça a été pris par tout le monde comme tous ces mecs-là, les jeunes. Le mal était fait, ouais. Voilà, ça.
Et donc, après cette séquence-là, il poursuit sa déambulation, il rentre dans l'immeuble. Moi, je poursuis la déambulation derrière pour essayer de lui parler. Et à ce moment-là, justement, il y a cette séquence où j'arrive à l'interpeller et à lui dire ce que j'en pensais et pourquoi il avait dit ça. Voilà. D'accord. Et c'est là que, quelque part, je ne sais pas si on peut dire que c'est un moment qui change ta vie, parce que ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, tu l'expliques dans le documentaire, les équipes de Sarkozy sont revenues vous voir, en fait, parce que médiatiquement, il a quand même utilisé ce moment pour dire, voilà, on est dans la posture, je suis le bonhomme, et moi je vais vous régler ça au Karcher et ça va être rapide. Donc ça lui a servi médiatiquement pour dire je m'oppose à la chienlit et c'est moi ils le font à peu près tous, les ministres de l'Intérieur. Et quand il parle de Karcher, c'était à la Courneuve quelques mois avant d'ailleurs. Il parle de Karcher. Il était dans ce moment de rhétorique, en gros, moi je sors les gros bras et en fait il suffit de mettre un coup de Karcher et ces mecs-là on s'en débarrasse, etc. Mais en fait quelque part ça suffit pas. Et il renvoie ensuite, si j'ai bien compris, ses conseillers, des gens pour vous contacter, pour essayer de vous impliquer dans un processus pour essayer d'améliorer. Mais le soir même. C'est le soir même. Comment ça se passe, ça ? Juste après cet échange, alors ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, les médias, les grandes chaînes d'infos, donc les 20h, TF1, France 2, il n'y avait pas les chaînes d'infos, à l'époque. Les grands journaux, les 20h, donc TF1, France 2, France 3, etc., vont se faire le relais de cette séquence qui était dure, qui était violente, et ensuite cette phrase qu'il a lancée, ce mot racaille, les médias vont retenir que ça. Sauf que ce que n'ont pas montré les médias à l'époque, c'est qu'il y a eu effectivement cet échange un peu viril, un peu dur, mais après, surtout, pendant de longues heures, le soir, il va prendre le temps de discuter avec nous, avec mes potes d'enfance, les potes du quartier. Il est resté longtemps. Il est resté longtemps. Et ces archives, on peut les retrouver sur YouTube aujourd'hui. C'est l'agence Line Press qui les met à disposition, dont on voit quelques extraits dans mon documentaire. On peut consulter ces archives et on voit bien qu'il y a un échange plutôt serein, même si c'était un peu électrique, quoi. Donc forcément, tout le service de sécurité du ministre à l'époque était sur ses gardes, c'est de voir si ça allait pas mal tourner. Mais au final, ça s'était très très bien passé. Mais les médias n'avaient pas retenu ça. Et à ce moment-là, donc au fur et à mesure des échanges, à la fin, le ministre de l'Intérieur va demander à son équipe et à son directeur de cabinet, à son chef de cabinet, de prendre nos numéros de téléphone. Et ensuite, le lendemain matin, on reçoit un coup de fil de la conseillère technique du ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelle Rachida Dati. C'est dingue. Et c'était déjà Rachida Dati, du coup, qui était chargée par Nicolas Sarkozy. Qui était sa conseillère technique. Voilà. Elle était chargée des questions de délinquance en tant que magistrate. Elle était magistrate avant de rejoindre le cabinet du ministre. Et c'est elle qui nous contacte le lendemain matin en nous disant, voilà, le ministre veut vous voir la semaine prochaine à Beauvau. Parlez-en à vos amis d'enfance, à vos copains, rassemblez-vous, réfléchissez à nous dresser un constat. Écrivez tout ça sur papier et faites-nous des propositions. Et une semaine après, on est reçu place Beauvau. Sachant qu'entre-temps, il va y avoir le drame à Clichy-sous-Bois du transformateur où Ziad Ebouna... oui, c'est arrivé quasiment au même moment, quoi. Vont mourir après avoir été... D'accord, ouais, donc les banlieues étaient en ébullition à ce moment-là. Il avait besoin de montrer qu'il y avait de la répression, mais qu'il écoutait aussi les gens des quartiers, quoi. Sachant qu'on avait été prévenus le lendemain de sa visite, donc bien avant ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois, mais... En tout cas, oui, c'était une manière, parce que nous, on a été accueillis avec de nombreux journalistes à Place Beauvau. Nous, c'est la première fois qu'on mettait les pieds dans un des hauts lieux de la République, devant un parterre de journalistes et de médias. Moi, j'étais terrorisé. Autant j'ai eu du culot ce soir-là pour aller lui parler. On a demandé à nos frangins de prêter leur costume de mariage pour aller au moins être bien habillés et être propre. On voit même dans les images qu'on a des costumes qui sont trop grands, quoi. Et quand on arrive Place Beauvau, on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Des journalistes, les ministres qui nous accueillent, on est accueillis comme un chef d'État, en fait. On se demande, mais pourquoi nous ? Et au final, pendant 1h30, on va discuter avec lui, on va échanger longuement. Ouais, et ça va aboutir à des... tu en parles, des sortes de... Je sais pas si je dirais des mesurettes, mais il a pris quand même quelques mesures après avoir discuté avec vous, mesures qui n'ont pas forcément duré mais enfin il a fait quelque chose. Est-ce que c'était à ton avis que de l'affichage, ou il avait vraiment l'intention de vous écouter, ou ça a été vraiment un truc de com pour dire je les ai reçus, maintenant c'est fini? Il y a eu des trucs quand même? Un an après avoir été reçu Place Beauvau, donc pendant un an, on va échanger régulièrement avec ses équipes pour mettre en place des états généraux des banlieues. Et à ce moment-là, il nous dit moi, j'ouvre mon carnet d'adresses pour que
lors d'une journée, vous puissiez organiser des tables rondes, dresser un état des lieux global de la situation dans les quartiers, faire des propositions à l'issue avec des personnalités de la société civile, des représentants d'institutions publiques, etc. Enfin voilà, on avait carte blanche. Et au bout d'un an, en décembre 2006, je m'en souviens, on a organisé cette journée avec, à l'issue de ces tables rondes, pas mal de propositions. Et c'est ce que je raconte dans le documentaire, c'est qu'on aura eu l'occasion de les mettre en œuvre, mais c'était des propositions, des mesures symboliques. C'était pas la grande révolution. Mais ça, on voit bien aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites. En tête, par exemple, qui a été prise. J'ai un exemple. Par exemple, dans le documentaire, il y a Abdellah, qui est le fondateur de la dictée pour tous, Abdellah Boudour. Cette dictée qui est maintenant un énorme succès en France et même dans le monde. Abdellah, qui était très sensible à la cause des femmes victimes de violences conjugales, des femmes battues dans les quartiers. C'est quelque chose qui le touchait profondément dans les quartiers. Et il s'est occupé de cette question-là lors de cette journée des États généraux des banlieues. Et donc, à l'issue, il a proposé à ce qu'on puisse mettre en place des psychologues dans les commissariats. C'était complètement nouveau à l'époque. Je dis ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça paraît complètement normal à l'ère on est dans une époque aujourd'hui... Post-MeToo, quoi. C'était pas le cas à l'époque. l'époque, ouais. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment sensibilisé à la cause des femmes battues, puis des femmes en général. Et à l'époque, c'était nouveau. Et donc, ça a été mis en place. Il y a eu une expérimentation dans certains commissariats. Et puis après, faute de moyens, il le dit, faute de moyens, ça a été plus ou moins abandonné. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit que cet épisode, ce que les gens ont retenu, c'est pas tellement la discussion d'après, c'est vraiment je vais vous débarrasser de ces racailles. Il y a des gens qui disent que ça l'a même aidé à se faire élire après, parce qu'il a été élu président après, aussi sur ce côté homme fort, homme d'action, capable de se faire écouter de tout le monde, y compris des banlieues, quoi. Donc ça a été un argument de campagne après, quoi. Bah, c'était un argument de campagne à tel point qu'aujourd'hui, moi j'ai reçu des messages, des commentaires de gens qui comprennent pas pourquoi j'ai fait ce documentaire, en estimant que le ministre de l'Intérieur à l'époque avait raison. Donc dans l'esprit de certaines personnes aujourd'hui, ce discours fonctionnait et moi, si j'avais eu envie aussi de raconter cette histoire avec ce titre-là, c'était pour permettre une forme de réparation aussi, parce que j'en avais un petit peu marre que dans les médias, de la part de certains éditorialistes ou de certains politiques, on utilise à tort et à travers ce mot racaille qui était pour moi ultra chargé, ultra lourd. Il a été popularisé à ce moment-là, parce que ça existait, mais est-ce qu'on l'utilisait autant racaille? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu peut-être un avant et un après, je pense. Ça a été un point de rupture, quoi. Mais effectivement, c'est peut-être aussi en partie grâce à ça qu'il a été élu, sur ce côté, je suis autoritaire, je sais me faire respecter, vous allez voir, je vais faire régner l'ordre. Et effectivement, on l'a vu dans l'évolution de la doctrine sécuritaire du côté des forces de l'ordre, qu'il y a eu un vrai changement. Oui, c'est un durcissement en fait. T'expliques par exemple, on va en parler après, que c'était la période où on avait expérimenté les polices de proximité. Donc en fait, une police qui n'est pas une police de répression, mais qui est une police au contraire de prévention. C'était des gens qui étaient même pas, qui étaient pas armés, qui étaient là pour faire des choses, pour rapprocher la police des jeunes. Dans mon souvenir, c'était ça, et que en fait, Sarkozy a démantelé ce dispositif, si je me souviens bien, parce que lui, il a dit, une police, c'est fait pour enquêter. Mais avant de parler de ça, on va juste prendre un petit extrait qui est juste après, Paul, si tu peux nous le mettre. En fait, là, je crois que c'est Abdellah, mais on va voir, qui le dit, et qui parle de la mixité dans les quartiers. Ouais. Et ça, je trouvais ça intéressant. Ça arrive tout de suite dans ton documentaire, donc je me suis dit que c'était un truc qui était important pour toi. Paul, si tu peux nous mettre cet extrait-là. Moi, je me rappelle, il y avait des Juifs dans l'école, et je me rappelle très bien de Jessica, sa famille, son père qui venait ici avec la kippa. Il y avait ce respect, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de peur. On était tous mélangés. Il y avait des Italiens, des Portugais qui étaient là avec leurs enfants, et c'était les premiers arrivants en France. Je peux en revenir à l'école ici à École France. Ouais, et du coup, on va arrêter là, mais alors. Là, je parle bien, on est sur... c'est la dalle d'Argenteuil, le Val d'Argenteuil, c'est ça que ça s'appelait. Ouais. C'est vraiment un ensemble, c'est une cité, je sais pas combien de personnes habitent au Val d'Argenteuil, mais c'est énorme. Alors, le quartier de la dalle d'Argenteuil, c'est plus de 15 000 habitants. 15 000 habitants. C'est une ville moyenne. C'est une ville moyenne, rien qu'autour d'une dalle avec des énormes des immeubles autour, quoi. Et du coup, ce que Abdellah dit à ce moment-là, c'est quand vous avez grandi, il y avait... Tout le monde habitait là, tu peux avoir des...
j'aime pas le terme évidemment, mais des Français considérés comme de souche, des Portugais, des Italiens, des Arabes. C'était vraiment comme ça? Il y avait plus de mixité à l'époque, ou est-ce que tu idéalises un peu ce que tu as vécu quand tu étais gamin? On l'idéalise pas du tout. C'est ce que raconte Abdellah, c'était tout à fait vrai. Enfin, c'est ce qu'on a vécu. On a grandi dans un quartier où il y avait de la mixité. On le voit dans les images d'archives, dans le documentaire, il y a des photos, il y a des vidéos. On le voit bien sur la dalle, qu'il y avait justement qu'il y avait une vraie mixité, justement. Après, tous ceux que tu présentes dans le documentaire, tous tes potes de l'époque sont arabes, je me trompe pas. Ouais, d'origine immigrée, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, mais donc il y avait de la mixité, mais quelque part, c'est vrai qu'on l'a. Il y avait aussi Laetitia. Enfin, on la voit pas. Il y a Laetitia. Si, c'est ma pote de collège. Ouais. Il y en a d'autres avec qui j'étais en primaire ou au collège, qui sont pas dans le documentaire, mais qui sont pas forcément restés. Il y a Thierry qu'on voit aussi. On se fait un câlin au début là, du documentaire. Qu'on n'entend pas mais qu'on voit. Donc il y en a encore, attention. Et quand tu es retourné, tu as eu l'impression que c'était terminé, il n'y avait plus cette mixité? Beaucoup moins. C'est que clair. Des gens issus de l'immigration? Pas que, mais en tout cas, sur le quartier du Val d'Argenteuil, autour de la dalle, il y a beaucoup moins de mixité. En tout cas, elle est beaucoup moins présente que celle que j'avais connue moi avant. Et tout ça s'explique aussi. Il y a une histoire, justement, qui explique... Justement, il y a Sol Diril, qui est quelqu'un qui vient souvent dans ce stream. Ouais. J'ai pas dit bonjour à tous les habitués, mais évidemment, je vous ai vu, donc merci d'être là. Mais qui dit qu'il est de Nanterre, et lui, il a connu la fin des bidonvilles. Des bidonvilles. Et en fait, tu en parles, toi, à Argenteuil. En fait, c'est même, tu parles avec le maire, je crois, qui est LR d'Argenteuil, qui dit qu'en fait, c'est des bidonvilles qui ont été transformés quelque part en grands ensembles en pensant que ça serait mieux. C'est un peu ça l'histoire de Argenteuil. C'est un peu ça. Alors, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette grosse dalle d'Argenteuil, pour rappeler, pour l'expliquer à ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, je l'ai pas connue non plus, c'était il y a très très longtemps, il y a plus de 50 ans. Avant, en lieu et place de cette dalle d'Argenteuil, il y avait des vignes. On cultivait du Argenteuil, c'était un haut lieu de viticulture. Les Parisiens venaient se bourrer la gueule à Argenteuil, boire le fameux piccolo. L'expression picolé, elle vient de là, en fait. Elle vient d'Argenteuil. C'était peut-être pas la meilleure picole de la terre, mais bon, on voit le truc. En tout cas, elle était la picole qui était ultra populaire. Tu sais qu'il y a des Parisiens qui avaient des résidences secondaires à Argenteuil. Donc voilà, c'était un lieu de villégiature, on buvait, on se reposait de la capitale, de la grande ville. Et donc, en lieu et place de cette dalle d'Argenteuil, donc il y avait les vignes dont certaines appartenaient à la famille de l'actuel maire d'Argenteuil, il le raconte dans le documentaire. Et autour, à côté, il y avait aussi des bidonvilles. Et mon père d'ailleurs, on voit la séquence avec le maire, et mon père d'ailleurs est arrivé dans les années 50 avec son grand frère dans un des bidonvilles pas très loin de la dalle, à Argenteuil. Et son grand frère l'a déposé chez... une connaissance de la famille en fait pour qu'il s'occupe de lui et donc il fallait c'était totalement insalubre. Il faut savoir qu'on est après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire la France et donc je crois qu'il y a des images dans ton doc, quelques images de ces bidonvilles, effectivement on a du mal à imaginer qu'il y a 60 ans, 50 ans, c'est ça. Et des images que vous pouvez consulter gratuitement sur Internet, sur le site de l'INA, sur YouTube, ou même sur le site c'est cinéarchive.com, c'est le site du fonds d'archives du Parti communiste. Alors ça, c'est des images de la dalle, pour le coup. Dans les débuts, ça commençait un peu à se dégrader. Ouais. Et donc, cette dalle, elle avait été construite pour éliminer ces bidonvilles, et puis aussi accueillir les Argenteuillais du centre-ville, qui habitaient dans des conditions insalubres. C'était sale, quoi. Le centre-ville d'Argenteuil était dégueulasse. Et donc, du coup, c'est pour ça que la dalle est sortie de terre. Et à l'époque, ce projet, c'était un projet fou des urbanistes dans les années 60. Et donc, ils ont imaginé de construire une grande dalle de béton suspendue au-dessus de la circulation des voitures, où les gens pourraient circuler au-dessus sans croiser une seule bagnole. Et il y aurait tous les commerces, les écoles, les immeubles, les aires de jeu, les crèches. Projet, en fait. C'était un projet utopique. Ils l'ont fait à d'autres endroits. Il y a Cergy, il y a plein d'endroits où ils ont fait ce genre de choses. Il y a Cergy, Argenteuil, Grigny, on pourrait en citer plein d'autres. Et donc l'idée de ce projet, qui avait en plus été primé à l'international, à l'exposition universelle d'Osaka, donc c'était une idée de génie à l'époque.
Et en fait, très vite, on voit les bidonvilles de l'époque. Toi, ta famille vient de ces bidonvilles-là ou pas du tout ? Mon père, oui. Ton père a habité dans les images qu'on a vues, donc dans ces vraiment des bidonvilles en tôle. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça c'est le centre-ville d'Argenteuil qui était délabré aussi, donc il fallait les reloger. Donc d'où ce projet de dalle. Et donc, ce que raconte aussi le maire dans le documentaire, c'est qu'à l'époque, voilà, c'est un énorme projet gigantesque avec de très grands logements et avec de l'eau chaude, avec des sanitaires, des douches, des baignoires. Voilà, c'était le grand luxe. C'est un rêve de bonheur en fait. C'est un pas vers le mieux pour les gens qui habitaient dans les bidonvilles. C'était un vrai projet politique. Moi, je rencontre encore des gens qui ont grandi, enfin, qui sont nés à Argenteuil à l'époque, qui ont eu leur papa ou maman professeur ou autre, et qui adhéraient à ce projet politique à l'époque. Donc voilà, il y avait vraiment une idéologie de vivre ensemble. C'est Le Corbusier, c'est pas Le Corbusier là pour le coup. Le Corbusier, c'est la Cité radieuse par exemple à Marseille. Oui. Là, je sais plus quel était l'architecte. C'est pas Le Corbusier, j'ai plus le nom en tête. Je pourrais le retrouver là. Mais effectivement, c'est un moment où les architectes ont eu un rôle déterminant dans rebâtir les villes françaises. Et il y avait un vrai projet de société, comme Le Corbusier avait un projet de société. Sauf que ce projet de société, on l'a vu, il a marché pendant un moment. Et là, tu y es retourné, et vraisemblablement, tu vas nous en parler, c'est assez catastrophique aujourd'hui, mais ça a commencé à se dégrader rapidement, en fait. Ça a commencé à se dégrader rapidement parce que ce que n'avaient pas imaginé les urbanistes à l'époque, c'est qu'il fallait construire, reloger, avoir des logements décents pour tout le monde, avec aussi cette idée qu'il fallait permettre aux gens d'accéder à la propriété. Et ce que n'avaient pas pris en compte aussi les élus de l'époque, c'est que très vite il va y avoir de la désindustrialisation et donc forcément ça va tirer un petit peu les prix de l'immobilier vers le bas parce que les gens vont commencer à partir. Les gens vont pas forcément aussi être à l'aise à l'idée de payer des charges de copropriété alors qu'ils pensaient qu'ils avaient acheté leur appartement et que c'était en fait, fini. Il y a des grosses charges parce qu'il y a beaucoup de trucs en commun. Après il faut entretenir ces immeubles. Ouais. Donc il y avait tout un j'allais dire un truc de il faut entretenir l'immeuble, enfin c'est une autre philosophie de vie quoi en fait qui n'était pas prise en compte quand les gens achetaient leur logement et donc avec cette désindustrialisation, ceux qui pouvaient vendre ont vendu, ont quitté leur logement, ceux qui ont acheté, il n'y a pas forcément connaissance du fait qu'il fallait aussi assurer les charges tous les mois, ils n'avaient pas forcément les revenus pour, et très vite les copropriétés vont se dégrader et ce qui fait que voilà les commerces vont aussi partir parce que voilà moins de clientèle à pouvoir d'achat élevé. Et voilà, et ça va être le cercle vicieux au final derrière. Et on le voit dans les archives aussi. On entend des jeunes de l'époque, dans les années 70, qui pareil étaient considérés comme des voyous. Ils le disent, hein. Et c'était déjà les débuts de guéguerre entre guillemets entre les générations, entre les jeunes de l'époque et les anciens et les forces de l'ordre. Quoi. Voilà, ça commençait là. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui poste, c'est Babar Le Vert, qui est un habitué aussi, qui dit que l'urbaniste qui a fait ça, c'est Roland Dubrul. Bon. Ah, c'est possible. Je crois pas que quelqu'un ça me parle. Bon, c'est pas comme on connaît Corbusier, Jean Nouvel, mais lui je le connaissais pas. Ah, ce qu'on voit, c'est les jeunes de l'époque. Ouais, voilà. Ça, c'est marrant parce qu'effectivement. Un qui est devenu producteur de musique. C'est vrai. Ça, c'est la génération effectivement des années quoi. Des années 70. Ouais. Là, on est en 78, il me semble. Donc c'est plutôt la génération de. Il y a Faouzi qui est un des jeunes qui est devenu un grand producteur de musique d'ailleurs, qui m'a recontacté parce qu'il s'est reconnu dans les images. On dirait Serge Gainsbourg d'ailleurs, mais c'est pas lui. Non. Je confirme qu'il n'habitait pas sur la dalle d'Argenteuil. Ce monsieur qui avait préconisé à la journaliste, on l'entend pas là, d'utiliser la mitraillette. Ouais. Pour régler le problème. Tu veux qu'on l'écoute Paul, tu peux nous faire écouter ce monsieur du coup qu'on voit le. Il y a cette seule solution, il n'y en a pas d'autre. Si, il y a une solution. C'est de faire des rondes la nuit par les agents de police ou quelque chose. Ça pourrait peut-être aller mieux. Ah non, mais je crois qu'il dit mitraillette avant. Juste avant. Avant, il dit la mitraillette. Mais c'est pas grave. Bon, alors, je propose qu'on reçoive tout de suite cet invité un peu mystère dont on a parlé tout à l'heure. Parce que j'ai envie de la voir et puis on lui a dit qu'on le verrait. Il n'est pas encore là. Ah, envoie-lui un message. Il n'est pas encore là, mais on va bientôt le recevoir alors. C'est un peu un des personnages phares de ton docu. Il y a un autre personnage phare, qui est évidemment quelqu'un de plus connu peut-être, alors pas forcément du grand public. Je ne sais pas si vous connaissez la dictée pour tous. Ça vous dit quelque chose, la dictée pour tous? C'est quelqu'un il va dans des collèges, des lycées, mais maintenant ça a pris une ampleur énorme, et il va faire des dictées
Moi, j'ai lu une dictée, toi tu l'as fait, j'imagine, plein de fois. Je suis allé lire une dictée à des collégiens ou à des lycéens. Et c'est ce qui est génial. Donc c'est quelqu'un qui est dans tes potes, hein, on le voit dans tes vidéos d'enfance et tout ça. Et ce qui est génial, c'est que ce qui montre en fait, c'est que t'as beau habiter en cité, t'as beau avoir des gens qui viennent de partout, et ben la langue française, c'est un lien énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans vraiment des populations typiques de cités, mais les gens, ils se ruent pour faire C'est de constater que c'est dicté pour tous. Voilà. Ils ont envie de faire de cette dictée et ça cartonne. Et ça, c'est fascinant. Ouais, on peut s'écouter un petit peu pour remettre de l'ambiance. Quelque chose de revenir ici, avec une équipe de tournage, dans la cour de récré de notre enfance. Ça va et vous? Aujourd'hui, l'événement affiche complet. Quelle surprise aussi de revoir notre professeur d'anglais au collège, Madame Archimbaud, après toutes ces années. C'est très émouvant. Bah, pour moi aussi. Oui. On va applaudir très très fort Madame Mariva. Bon courage à tout le monde. Et à tout à l'heure. Voilà. Alors, on va juste là. Ça, c'était pour présenter ce personnage que tu suis beaucoup, qui est un très bon pote à toi. Hein. Enfin, c'est ce mec, tu me disais que t'étais à la maternelle avec. Ouais, on s'est connus dès la maternelle, ouais. Et il est donc sur toutes les images que tu filmais avec ton petit caméscope quand t'étais gamin. Il est partout. Moi, je l'ai rencontré. C'est un mec super parce qu'il est très simple. Alors qu'il a monté quelque chose, quand on dit que ça cartonne, il a fini par le faire à Versailles, en claquant la bise à Macron. Je veux dire, ça a été... Il l'a fait à l'Élysée aussi. Il l'a fait à l'Élysée aussi. Et il a fait il y a 15 jours la plus grande dictée du monde. D'ailleurs, c'était à l'Institut du Judo, en présence de Teddy Riner. J'étais là, c'était incroyable. Il y a 15 jours, là. Ouais, enfin, je veux dire, maintenant, il le fait avec toutes les célébrités du monde. C'est incroyable. Ouais. On va juste passer un petit extrait de lui, où il parle de à quel point les gens... à quel point ce projet des dictées, il raconte quelque chose de la société, quoi. Il dit que ça, voilà, il dit que c'est important parce que ça montre que nous, on est français. Je crois qu'il a cette phrase-là. D'abord, c'est notre patrimoine linguistique. Nous, on est français. Et cette langue, on la maîtrise, on l'utilise depuis tout petit, depuis notre naissance. On est né en France. Donc, c'est important d'être ambassadeur de cette langue. Et ce qui est le plus citoyen pour moi, c'est de transmettre les valeurs de la République. Et surtout, laisser une bonne image. C'est ça le plus important. Et ça, je trouve que c'est fascinant parce que ça va... Tu le sais et tu le fais pour ça, mais ça va tellement à l'encontre de la façon dont on montre la banlieue d'habitude. C'est-à-dire que on passe notre temps à entendre que la plupart des gens dans les quartiers, ils n'ont qu'une envie, c'est de se séparer de la République. Et il y a une réalité là-dedans. Il faut pas non plus être dans le monde des bisounours où on aurait l'impression que les cités, les gens sont adorables, tout le monde est gentil, tout le monde veut faire partie de la République. On va en parler. Il y a plein de problèmes et il y a plein de choses sérieuses. Enfin, il faut pas croire que les gens sont mieux, je pense, dans les cités qu'ailleurs. Il y a de tout en fait. Mais il y a aussi ça. Il y a des gens qui te tiennent ce discours-là en disant moi je me sens français, de la République, je la défends et j'aime la langue française. Extraordinaire comme message. Oh, c'est magnifique. Et ce qui est génial, c'est qu'au début, Adela, quand on a grandi ensemble et que je commençais à filmer un peu à l'époque, voilà, il adorait les mots. C'est un amoureux des mots. Il voulait être rappeur, donc je filmais un peu ses clips. Oui, on l'entend. On improvisait dans le quartier. Et ça ne l'a pas quitté. Et il a transformé ce rêve d'artiste, de rappeur, en créant justement cette dictée. C'est pas venu tout de suite parce qu'au départ, Adela, il avait à cœur d'organiser des actions. Il était très touché par des situations compliquées au quotidien dans les quartiers. Et il a commencé par des distributions de fournitures scolaires, des distributions de denrées alimentaires. Il a monté une petite épicerie solidaire en bas de l'immeuble pour justement essayer de donner des produits de première nécessité à ceux qui en avaient le plus besoin. Et il va distribuer aussi des cadeaux à Noël, des chocolats, etc. Et puis, à un moment donné, en rencontrant des mamans, il va avoir cette idée, justement, de monter ses dictées. Parce que les mamans voulaient des actions autour, justement, de l'écriture et de l'école, quoi. Et il va avoir cette idée de la dictée, il y a plus de 12 ans, maintenant, ou 13 ans. Et il va créer le premier événement sur la date d'Argenteuil. Je m'en souviens, il avait une peur bleue, c'était qu'il n'y ait personne. Il y avait plein de tables installées à l'extérieur. Je sais pas, au moins une quinzaine, une vingtaine de tables. Et en fait, il va être dépassé par ce qui va arriver à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de monde
qu'il va même pas avoir assez de stylo, les gamins vont s'asseoir par terre, sur les marches, il va poursuivre sa dictée. Et ça a été le déclic à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se dire, il va falloir que je popularise, que je continue, et la dictée va continuer à voyager. Et c'est, comme tu disais très justement, comme ça qu'elle est arrivée un jour à l'Élysée, au château de Versailles, à la Tour Eiffel, en Asie, en Afrique, en Italie. J'ai fait une lecture en Italie à Milan, je crois. Enfin voilà, donc c'est génial. Je crois que lui-même, il n'y croyait pas. Il me l'a dit, il m'a dit, mais moi, quand j'ai commencé à faire ma première dictée, il se disait, il n'y aura personne. Ouais. Il se disait, ça va faire un beat, je vais arriver. Quand il faisait des distributions quelque part, je sais pas, alimentaires, etc., c'est du basique. Il se disait, forcément, tu as des gens qui vont être intéressés par ça. Les dictées, il se disait, il y aura personne, je vais me retrouver tout seul à faire ma dictée. Et là, il voit qu'il fait le plus gros succès qu'il a jamais fait. Et il découvre l'enthousiasme des gens pour la langue française. Bien sûr. Et alors, encore une fois, il faut pas être dans l'argument facile, tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas passionné par la langue française. Il n'y a pas que des Abdallah dans les cités, mais il y a aussi ça, quoi. Et je pense que t'avais envie de montrer ce côté-là, quoi. Mais j'avais envie de le montrer parce que déjà, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Il était dans mes images d'archives, il était aussi présent à ce moment-là quand le ministre de l'Intérieur était venu nous voir. Donc pour moi, c'était un des personnages évidents du documentaire. Donc c'est pour ça que c'était normal qu'il y soit d'ailleurs. Mais t'as pas peur en montrant, parce que c'est vrai que tous les personnages, on va en voir d'autres, hein, mais que... Pardon ? On a Hakim prêt en call. D'accord, il y a Paul qui me parle, qui me dit que Hakim est là. Bah, faisons venir Hakim. Allez. On attaque. Salut Hakim. Oh, Hakim. Salut l'équipe de choc. Ça va bien ? Ça va ? Ça va Jamel, ça va bien. Ça va très bien et toi, ça fait longtemps, dis donc. Ouais, exactement, ouais. Tu nous manques, hein. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était la projection du documentaire sur la dalle d'ailleurs. Ah, vous n'êtes pas revus ? Ça fait un peu plus d'un mois, je crois, non ? Oh non, il est trop demandé, Jamel. Il est trop demandé. Bon, je suis super content que tu nous rejoignes parce que je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui vont te connaître, mais j'ai découvert aussi la popularité que tu avais sur les réseaux sociaux. Elle est dingue, avec des contenus qui sont pas des contenus. Je sais pas, tu joues pas sur la corde triste, agressive ou du clash, pas du tout. C'est que du bonheur. C'est-à-dire que tu fais sur tes réseaux sociaux. Attends, j'ai une copine à moi qui me dit, elle m'a dit en gros, t'es un enfin je sais plus, mais c'est une sorte d'antidépresseur sur TikTok, quoi. Et donc toi alors raconte-moi, toi tu travailles à la mairie d'Argenteuil. T'es médiateur et t'as dit tiens, mon travail ça pourrait intéresser les jeunes de le voir sur TikTok. Comment c'est passé? Eh ben, exactement, Julien. Je travaille à la mairie d'Argenteuil. Je suis médiateur depuis maintenant plus de 13-14 ans. Et tu vois, tout ce qu'on voit en fait au quotidien, comme nous, en tant que médiateurs, on est amené à être au quotidien, on est amené à être auprès de la population tous les jours. Donc, on s'est dit, eh ben, comment on peut ramener ça justement, nationalement? Comment on peut toucher justement toute la France avec le vécu, avec l'expérience qu'on a? Donc on s'est dit, tiens, on va se lancer sur les réseaux et c'est top. Franchement, c'est super. Bon, je sais pas si Paul, je sais pas si t'as moyen ou pas, mais de nous montrer quelque chose, peut-être une vidéo de Mediahacker à un moment ou à un autre. Ça serait cool. Comme ça, on verra, on pourra visualiser. Mais avant ça, Paul, on va se regarder un petit extrait du documentaire où Hakim est un des personnages principaux, hein, il revient beaucoup. On va se regarder un premier extrait où en gros on te voit en interaction avec les jeunes et on voit ce que c'est concrètement qu'être un médiateur. Moi j'avais jamais vu et du coup ça te met dedans, quoi. Il travaille au service médiation de la mairie depuis 12 ans. Quand il y a des tensions, il est en première ligne. Ça va les gars? Ça va. En forme? Alors, quoi de neuf? Ça se passe? Oui. Tranquille? Ça se passe les cours? Ça se passe bien? Impeccable. Bon courage les garçons, rentrez bien. Et traînez pas, hein. Alors, ça va toi? Bah ouais, je peux plus sortir, je peux plus faire de bêtises. C'est vrai? Pourquoi? Un jade. Hein? Un jade. Ah ouais? Ah d'accord. Rien, j'ai rien. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a insulté la sœur Ramsès, c'est dur, on l'a tapé, il a pris ouais. la plainte. Mais non! Je t'ai dit, tu vois, je t'ai dit tes mauvaises fréquentations, ça t'a apporté des problèmes. C'est pas question de mauvaise fréquentation. Non, mais t'as vu, tes influences, à force de les suivre, t'as vu, toi t'as rien fait, et c'est toi qui vas payer les pots cassés, regarde. C'est moi, je l'ai le plus tapé, mais j'ai rien fait de base. C'est lui qui a commencé à chercher la merde. Au final, c'est lui qui porte plainte. Ah, mais regarde maintenant, tu vois. Je dis, calme-toi. Ouais.
Et du coup, Hakim, là, en gros, la scène, on la prend comme ça au milieu, mais c'est un gamin que tu connais, et il sortait de garde à vue, et forcément, il vient t'expliquer que c'est pas sa faute, quoi. Il vient te dire, bah non, je sors de garde à vue, c'est l'autre, c'est pas moi. Et là, du coup, t'essayes de pas avoir un langage... tu pourrais être démago et dire, ouais, c'est pas grave, fiston. Non, tu lui dis, tu déconnes, merde. Enfin... Exactement, Julien. Tu vois, comme on les connaît depuis des années, en fait, on parle avec lui, il n'y a pas de filtre. Tu sais, je lui parle comme si j'étais son père ou son grand frère. Tu vois, je vais tout de suite lui dire les choses. Ouais, non, t'as fait n'importe quoi, t'es dans le faux, et me sors pas tes excuses que tu vas sortir à tes profs ou quoi que ce soit. Non, mais c'est pas moi, c'est un accident, j'ai pas fait exprès. Je connais tes vices, je connais voilà les arguments. Et en fait, voilà, on est direct, quoi. Il y a pas de, on n'est pas là pour s'aconter des histoires. Bon, et toi, t'es vraiment t'as fait de la merde. Toi, t'es vraiment sur le terrain tous les jours. Donc, pour le coup, vraiment, c'est une parole de terrain. On va t'écouter avec attention. Mais est-ce que t'as l'impression que c'est pire qu'avant? C'est-à-dire qu'en fait, pareil, t'étais un pote de Jamel, vous avez grandi ensemble. Est-ce que t'as l'impression que les jeunes, ils sont plus violents, ils sont plus agressifs, il y a plus de problèmes qu'avant? Ou ça, c'est un truc de, tu vois, le côté c'était mieux avant, bah, on a tous l'impression que c'était mieux avant, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu sais ce que j'en pense, Julien, c'est que la violence aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant ou pas, c'est qu'en fait, maintenant, elle est plus précoce. Maintenant, je suis obligé d'agir avec des petits de 13, 12 ans, Julien. Des petits de 10, 11 ans, 13 ans, qui sont prêts à sauter à 4 sur un mec, qui sont prêts à sortir des couteaux, tu vois. Alors que ça, avant, on ne l'avait pas. Avant, c'était vraiment... T'as déjà eu des gamins de 12 ans avec des couteaux? Mais bien sûr, Julien, bien sûr. Et bien sûr. Quand t'es face à des gamins de 12 ans avec des couteaux, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu peux leur... Enfin, physiquement, tu peux pas leur enlever le couteau, donc... Bah si, justement, je leur enlève le couteau, Julien. Ah ouais, non. Ah ouais, non, je leur enlève le couteau et voilà, je leur tire les oreilles, Julien, il n'y a pas le choix. D'accord, ouais, on va le voir dans une autre séquence. T'as une intervention c'était vraiment comme un grand frère, c'est-à-dire que tu te parles avec eux, mais t'es capable de leur mettre des coups de pression aussi, quoi. De leur dire, tu te calmes comme un grand frère, quoi. Bah, c'est exactement ça, Julien. T'es obligé de te montrer ferme et à la fois pédagogue, parce que sinon, malheureusement, cette génération, ils vont pas comprendre. C'était trop dans la douceur. Non, mais oui, je comprends, c'est pas de ta faute. Tu leur trouves des excuses. Bah, demain, les mecs, ils vont recommencer demain, Julien. Ils vont recommencer. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi la différence du coup entre un médiateur et un éducateur spécialisé? Ouais. Eh ben, je vais te dire la différence, c'est que nous, en tant que médiateurs, on est vraiment super proche avec les gamins. Parce que tu sais, les gamins, la plupart, moi, je les connais depuis qu'ils sont bébés, pratiquement entre guillemets, tu vois. Et donc, il y a ce respect et il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, contrairement à des éducateurs, justement, ou encore, j'ai envie de te dire que les gamins, ils ont pas cette confiance encore. Ils peuvent pas se livrer à eux. Alors que nous, on connaît les parents, on connaît les sœurs, on connaît les grands frères, on les connaît depuis bébé. Donc, tu as vu, le dialogue, il est plus simple. La confiance, elle est beaucoup plus simple. On va regarder peut-être, parce que t'as filmé un échange, alors c'était absolument pas préparé, j'imagine, mais un échange en fait entre Hakim et un gamin qui a été harcelé. Comment ça a été préparé ça, ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, moi j'ai retrouvé Hakim sur son lieu de travail en fait, devant le collège Claude Monet, qui était le collège de mon enfance, donc qui ressemble plus à ce que j'ai connu à l'époque, mais qui est le collège devant lequel Hakim travaille. Et moi je voulais qu'il me raconte son quotidien, son travail au contact de la jeunesse en tant que médiateur. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le petit, j'avais failli dire son prénom, mais on va pas dire parce qu'il faut qu'on le protège, mais c'est à ce moment-là qu'il y a ce petit gars qui arrive, qui était extrêmement touchant et qui raconte, il nous a dit à l'époque, pendant le tournage du documentaire, avec ces mots, c'était très touchant. Il nous a dit, c'est grâce à Hakim, il m'a enlevé le harcèlement. Il m'a enlevé le harcèlement. On va écouter on va l'écouter, c'est une jolie séquence. On le défend, exactement. Vous ne laissez pas seul parce que vous êtes ensemble. Vous êtes une famille et vous devez veiller les uns les autres. C'est ça le plus important. D'accord ?
Et on rigole pas sur une personne qui est différente ou sur quoi que ce soit. D'accord? Faites attention. Pas de bêtises, toi. Pas de bêtises. Hein. C'est un peu comme tes enfants, j'ai l'impression. C'est exact. Avec eux, j'ai l'impression que c'est mes gosses, exactement. Parce que tu vois, je les vois comme mes propres enfants. Et j'essaie de prendre soin d'eux. En plus, monsieur, l'année dernière, je me suis fait harceler. Et en fait, il m'a enlevé de l'harcèlement. Tu t'es fait harceler ici? Ouais, je me suis fait harceler l'année dernière. Quand ça se passait en fait? On te frappait tous les jours, c'est ça? Oui, même à la fin des cours. Ils m'ont emmené dans le parking, ils me forçaient et tout. Y aller dans le parking et ils me tapaient et tout. Je voulais pas, je disais pas à la CPE et tout, parce qu'ils me disaient, tu dis à la CPE, ils me menaçaient. Je disais à la CPE et tout, t'es mort et tout. Et j'avais peur. Ça a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois? Oui, après j'ai vu le TikTok à Hakim, j'ai vu son live. Regardez, attends, je vous montre la vidéo quand il a fait avec moi. Il y a plusieurs élèves qui veulent se battre avec lui et ils l'empêchent de travailler. Les petits là du collège Claude Monet, d'accord? Vous allez arrêter de l'embêter parce que nous on va venir. Tu pourras compter sur nous. On va à la Claude Monet, on va s'occuper d'eux et on te laissera pas tomber. T'en fais pas pour ça. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, hein? Ça fait un peu règlement de compte. Ouais, alors là justement, je sais que tu as cette discussion après Jamel avec Hakim, et Jamel, tu as cette discussion, tu lui dis, mais ok, en gros, là, tu mets une vidéo, la vidéo, c'est carrément, un coup de presse. Les gars, si vous continuez à l'emmerder, je vais venir moi. Bon, en plus, il est carré, Hakim, donc j'imagine que quand t'as 15 ans, tu te dis, bon, bah, je vais peut-être me calmer. Mais toi, c'est vrai que j'ai eu la même réaction que toi, Jamel, tu dis, mais là, t'es dans un coup de pression qui est presque physique. Est-ce que c'est pas dangereux de régler les problèmes comme ça? Et Hakim, ça peut être compliqué parce que tu rentres dans un rapport avec les mecs où tu dis, en gros, je vais venir vous tabasser. Et après, qu'est-ce que tu fais si les mecs disent, ok, viens? Enfin, tu vois, tu rentres dans un truc où tu sais plus comment ça va s'arrêter, non? Bien sûr, Julien, bien sûr. Mais après, j'ai envie de te dire, Julien, on sait ce qu'on fait parce que il y a quand même ce respect. La plupart, en fait, comme c'est un travail de longue haleine, la plupart de ces gosses, on les connaît. La plupart. Donc, ils se permettront jamais quoi que ce soit, Julien, tu vois. C'est pour ça que nous, avec cette force qu'on a, comme on les connaît depuis très, très longtemps et qu'on est sur le terrain depuis des années, donc, on connaît les limites où il faut aller, où il faut pas aller. Et donc, à partir de là, tu sais, on sait adapter notre dialogue, on sait voilà comment s'y prendre avec eux. Tu veux dire que le mec, tu lui dis, fais attention, tu sais que le mec, il va pas broncher et il va pas commencer à t'engrainer parce qu'en fait, il te connaît depuis longtemps, il y a un respect et donc il va simplement... Tu sais que ça va pas se passer comme ça, en fait, c'est ça? Bah, t'as tout compris, Julien, c'est exactement ça. Je sais que il pourra pas se permettre de manquer de respect. Moi, si je peux me permettre, de ce que j'ai compris de la démarche. Alors c'est vrai que sur le coup d'Hakim et Mohamed, il faut le citer parce qu'il y a aussi Mohamed, Mohamed qui sont. Il était en vacances. Il était en vacances au moment du tournage, ce qui est dommage. Mais de ce que j'ai compris de ta stratégie, c'est vrai qu'au début ça peut surprendre parce que bon voilà, moi j'ai pas l'habitude de voir comment on règle les situations de harcèlement à l'école. Je suis pas médiateur, je suis pas éducateur. Mais moi en fait ce que j'ai compris avec ce que tu m'as expliqué en tout cas, c'est que tu utilises les codes des réseaux sociaux comme les gamins aujourd'hui. Et surtout, en fait, cette stratégie, même si elle peut être surprenante, elle peut faire peur, en fait, t'es là avec la vidéo à dire les mecs, les harceleurs, là, qui vous en êtes pris au petit, là, attention, je vous ai démasqué. Et en fait, il y a une forme de wanted, quoi. Je vous ai affiché, les gars, je sais que vous êtes les criminels, vous êtes les méchants, donc attention, quoi. Il y a un peu ce truc-là, je vous ai démasqué, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intelligent, en fait, de sa part. Exactement, Jamel. Exactement. En fait, on s'est servi justement des réseaux sociaux pour adopter leur code. Parce qu'il faut savoir que maintenant, cette génération, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, tu as vu, il faut qu'on adapte le même langage que cette nouvelle génération si tu veux qu'on se fasse comprendre. Sinon, tu vois, il y aura un décalage. Mais après, comment tu fais? Oui, tu peux pas régler tous les problèmes comme ça non plus, j'imagine, parce que là, on parle de gamins tout jeunes qui ont quand même encore un peu de respect pour l'autorité des grands frères, mais il n'y a pas que ça dans les... Et j'imagine que dans les cités maintenant, surtout maintenant, plus que quand on était jeune, il y a des mecs qui sont loin, et eux, tu peux pas les rattraper. C'est-à-dire que ceux qui
sont peut-être tombés un peu dans le trafic de drogue. On sait qu'il y a des gamins très jeunes maintenant qui sont récupérés par les dealers, qui servent. Bien sûr. Et puis des gamins qui sont très très violents très jeunes. Comment tu fais avec ceux-là? Tu te dis que tu peux rien faire et tu les évites? C'est quoi ou tu les repères? Non, justement, tu sais, par rapport à notre expérience, en fait, et comme le disait Jamel, le disait bien, en fait, on va adapter notre discours. Je ne veux pas avoir le même discours, Julien, avec justement un jeune du collège ou un jeune justement ou un jeune dealer ou quoi que ce soit, tu vois. On va adapter notre discours et on aura une autre approche. Parce que en fait, avec une autre personne, bah tu vas pas aller dans la confrontation. Tu vas aller indirectement. Tu vas essayer de dialoguer, de comprendre, de voir voilà ce qu'il aime pas. Et à partir de là, crescendo, tu vas pouvoir rentrer dans sa sphère. Mais en gros, maintenant, il y a quand même des problèmes plus... J'ai l'impression... tu le dis dans le documentaire, le trafic de drogue, quand on était gamin, ça existait, mais c'était assez résiduel. Maintenant, après, encore une fois, j'y habite pas, j'en sais rien, mais on a l'impression que les trafics de drogue, ça devient très important. C'est très organisé et ils tiennent en partie les quartiers. Je sais pas si toi, tu peux en parler, mais comment tu gères avec ça, quoi? Non, ben justement... Tu vas rire, je veux dire, mais je vais pas te mentir, nous, Argenteuil, alors peut-être c'est une exception, mais nous, Argenteuil, on n'est pas autant touché que ça par rapport au trafic de drogue. Tu sais, il n'y a pas la main mise, comme on peut voir un peu partout ailleurs, dans les quartiers où il y a... Tu vois, nous, quand même, ils sont à leur place, ils font leur vie, mais je veux dire, ça rentre pas dans la sphère des gens, des habitants. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de grosses... parce que maintenant, on a l'impression que c'est des mafias, quoi. Ça n'a pas touché Argenteuil. Ouais. T'as pas une grosse mafia qui tient le quartier sur la drogue. Ouais, exactement, Julien. Exactement. Franchement, rien à voir avec d'autres villes qu'on peut voir un peu partout en France. Nous, c'est pas la même... J'ai envie de te dire, c'est pas la même configuration. Et toi qui es au contact, parce que c'est vrai que on sort de ton documentaire, en voyant le côté vraiment... inspirant et positif qu'il peut y avoir dans ces quartiers-là. Et je pense que c'est bien d'avoir montré ça. Est-ce que ça c'est encore ce que tu ressens quand tu retournes dans ce quartier-là, c'est-à-dire d'abord le côté waouh, les initiatives, les gens qui ont envie de faire des choses, ou au contraire t'es reparti un peu triste parce que t'as l'impression que c'est quelque chose qui est moins valable maintenant et que il y a un peu une chape de plomb. Après, il y a des histoires inspirantes, certes, comme tu soulignes, avec Abdellah, la dictée, avec Hakim et les médiaqueurs, ou Toufik avec sa salle de boxe et la boxe éducative pour essayer de canaliser les gamins. Mais ce qu'il y a dans le documentaire aussi, et je sais pas si on va le voir, mais il y a aussi le drame des mamans solo. On va le voir. Exactement. En fait, ce qui est terrible, c'est que dans ces quartiers, il y a une réalité socio-économique. Je sais pas si tu connais Thomas Piketty, l'économiste, qui compare, qui dit qu'on peut comparer aujourd'hui certaines banlieues à des villages ou des bourgs en France qui sont pauvres, où les services publics désertent, où les commerces désertent, et où la population s'appauvrit. C'est-à-dire qu'on arrive dans des endroits comme au Val-Argenteuil, où le nombre d'habitants, les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, est bien au-delà de la moyenne nationale. Parfois, il y a des quartiers, on est à 2-3 fois plus que la moyenne nationale. C'est considérable. Et il y a parmi ces gens-là des mères seules qui élèvent plusieurs gamins, qui n'arrivent pas à donner le minimum de repas chaque jour. Et donc, forcément, des gamins vont être entraînés éventuellement par du deal, des trafics, des facilités, des choses comme ça. Ils vont pas pouvoir étudier dans de bonnes conditions, vont avoir de la colère en eux. Toi, t'en vois aussi au quotidien, Hakim. Exactement. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Hakim, toi, tu as l'impression que ça va vraiment plus mal qu'avant et tu te dis, waouh, là, je sais pas où on va, ou au contraire, tu restes optimiste et tu te dis, il y a toujours moyen de s'en sortir et ça va aller, quoi. Julien, on est obligé de rester optimiste. On est obligé de rester optimiste et de se dire bien sûr que ça va aller. Et il y a de l'espoir. Il y a des notes d'espoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture, dans une société où il y a de plus en plus de précarité. T'as énormément de familles monoparentales. Et t'as des familles aujourd'hui qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, Julien, c'est une réalité. C'est une réalité, il y a beaucoup de précarité dans les familles, et il y a beaucoup de problèmes aussi qu'on oublie, mais de logement. Tu as des familles, ils sont pratiquement des fois à 8 dans des F2 ou dans des F3. Mais ça, c'était déjà le cas à l'époque, non? C'est pas nouveau, ça, la précarité, non, ça? La précarité, elle s'est aggravée, en tout cas. Elle s'est aggravée. Ouais.
Exactement, elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée, t'as beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que maintenant, regarde, Julien, t'as la maman qui doit aller travailler toute la journée pour amener un SMIC. Mais entre-temps, bah, elle laisse les enfants tout seuls s'autogérer. Et ça veut dire, bah, c'est des gosses. C'est qui va les élever? Bah, c'est la rue. Et il y en a de plus en plus, et ça, c'est... Et ça donne quoi, du coup, un gamin qui est élevé comme ça, sans père, et qui est dans la rue tout le temps, les gamins que tu côtoies, est-ce que tu as des exemples de trucs où tu te dis, waouh, t'as rencontré des gamins et tu t'es dit, là, je vois pas comment je peux m'en sortir, tellement c'est dur pour lui et tellement il est parti loin. T'as des exemples comme ça? Bien sûr. Bah ouais, bien sûr, t'as des exemples de gosses où le papa est parti très tôt, la maman, elle bosse jusqu'à 23h, le petit, il est livré à lui-même. Donc, il cherche un repère. On va pas se mentir, il cherche un repère. Il cherche des exemples. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, où il faut justement lui mettre la main dessus et lui montrer que voilà, c'est avec ta réussite que tu vas t'en sortir. Et c'est pas autrement que, faut pas qu'on le fasse croire monde et merveille. Parce qu'à ce moment-là, bah, ces jeunes, ils sont vulnérables. Et tu te dois de leur apporter un discours d'espoir et de leur dire, voilà, c'est un moment difficile de ta vie. Mais t'as un exemple d'un moment, tu peux me raconter une rencontre qui t'a marqué, un gamin, où vraiment tu t'es dit, là, c'est une situation où ouais, il y a un problème, quoi, c'est pas géré, un personnage, quoi, tu dois rencontrer tout le temps des gens avec des trajectoires incroyables. J'en ai tellement, t'as beaucoup on a suivi des jeunes. Bah, le problème, c'est que ils faisaient des allers-retours. Tout le temps en garde à vue, tout le temps des problèmes, tout le temps à faire des conneries, tu vois. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que pour eux, en fait, ils n'avaient même pas conscience de ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Ils n'avaient même pas conscience du danger qu'ils prenaient. Parce qu'en fait, ils étaient dans leur réalité et eux, malheureusement, ils sont arrivés à un stade où le mec, il voyait même plus le mal. Mais non, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Et nous, à force de lui parler, on est obligé de le sensibiliser. Et le travail de Mongalen, en fait, après, il commence à comprendre qu'il est dans le faux. Et en fait, je vais te dire, Julien, en fait, ils ont beaucoup besoin d'amour. Il y en a plein. Ils ont besoin énormément d'amour et de valorisation. Parce que le problème, la plupart, ils se sentent pas valorisés. La plupart, ils sont en perte de confiance. Et comme ils n'ont pas d'espoir, ils disent que en faisant des conneries, c'est ce qu'il leur reste. Et nous, on leur fait comprendre que non. Non, on est à vos côtés et que tout est possible. Et que faut pas vous mettre dans des cases et que il y a toujours une solution pour s'en sortir. Ouais, mais est-ce que c'est vrai ça qu'il y a toujours une solution pour s'en sortir? C'est vrai que c'est il y a des exemples de gens qui s'en sortent, mais le discours qu'on entend tout le temps, c'est en gros, on est face à des gens maintenant qui n'ont plus de boussole morale. Et tu l'as un peu dit d'ailleurs, tu dis ils savent plus ce qui est bien et ce qui est pas bien, et du coup il y a une ultra-violence par exemple. Ça, il y a une réalité dans ce discours, c'est-à-dire on l'entend beaucoup, l'ultra-violence, ils savent plus faire différence entre le bien et le mal. Il y a beaucoup les réseaux sociaux aussi, comme tu le vois au quotidien, qui influencent vachement. Hein. En fait, c'est-à-dire que comme il y a l'exposition aux écrans très tôt. Enfin, c'est même démontré scientifiquement en fait, hein. C'est-à-dire que t'as des gamins qui vont être moins attentifs et qui vont être confrontés à des images très très tôt qui sont pas censés voir, hein, de violence, d'ultra-violence, des images pornographiques aussi, ça crée de la... Et tout ça en fait, ces addictions aux écrans, et c'est aussi prouvé, c'est qu'elles vont retarder le développement le développement cognitif de ces gamins, ça va créer aussi tout un certain nombre de frustrations en fait, et la frustration va entraîner de la colère, de la violence, un passage à l'acte, etc. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais en tout cas les réseaux sociaux sont en grande partie responsables de cette ultra-violence-là, en plus de la violence qu'ils peuvent subir au quotidien de un parent absent, pas à manger tout le temps quand il le faut, enfin, il y a... Ça tu le vois toi aussi, toi, Hakim, en plus. Exactement, je le vois, je vais te prendre l'exemple de Snap. De Snap, les mecs, maintenant, ils font la course à celui qui va tabasser ils vont se filmer en train de tabasser un mec à plusieurs. Et ça tourne un peu partout en France. Ouais, sur Snap. Un peu partout en France. En fait, le jeu, c'est un mec qui se met à 5-6 dessus et le snap en le frappant. Tu vois, et eux, ils sont confrontés tous les jours à ça. Donc, tous les jours, le mec, il ouvre son snap, il voit ça, tiens, et l'autre, il a frappé l'autre, il a frappé l'autre. Et ils sont dans une hyper-violence.
Et tu te dois justement de faire rempart à ça. Ouais. Parce qu'ils sont biberonnés. Julien, Jamel, ils sont biberonnés à ça. Eux, depuis qu'ils sont jeunes, c'est ce qu'ils voient. Et c'est pour ça justement que nous aussi, on s'est mis sur les réseaux sociaux pour apporter justement un contre-pouvoir, leur montrer que, il n'y a pas que des choses négatives sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des choses négatives, il y a des choses aussi positives, et nous, on est là pour leur dire, pour les prévenir. Les rixes, ça ne vous apporte rien, vous n'allez rien gagner, et à part faire pleurer des parents, à part gâcher votre vie, gâcher la vie de personnes, vous n'allez rien gagner, et ainsi de suite. Et j'ai remarqué que nos discours, justement, sur les réseaux sociaux par rapport à la prévention auprès des jeunes, il est beaucoup plus fort, et j'ai l'impression qu'ils rentrent beaucoup plus vite dans leur tête que quand tu leur parles en face à face. Parce que c'est de leur génération. Ouais, après, évidemment qu'il y a plein de facteurs, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais tu as aussi, tu l'as dit, la pauvreté qui se développe. On sait qu'en France, il y a de plus en plus de pauvreté, et ça se voit encore plus, je pense, dans les quartiers. C'est vrai que toi, ça donne un peu l'impression des fois que qu'on te donne toutes les responsabilités. C'est qu'en gros, la société va pas très bien, et ça produit des jeunes qui vont être plus violents, parfois paumés, et après on te dit, on se repose sur toi pour régler les problèmes, quoi. Et donc toi, t'es face à tout ça en première ligne. On a enlevé la police de proximité. Il y a moins d'argent qui est mis, je pense, dans les quartiers maintenant. Et puis, c'est démerde-toi, quoi. Vas-y, quoi. Et donc, toi, t'as quand même la force de dire, allez, les gars, je vais vous faire des vidéos TikTok et je vais vous faire marrer, parce qu'à l'arrivée, là, on parle sérieusement, mais en fait, tu fais marrer les gens. C'est ça ton truc à la base. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça, Julien, parce que, en fait, comme on le fait, c'est notre quotidien. Donc, en fait, les gens, ils se marrent parce que c'est authentique et honnête. C'est ce qu'on vit au quotidien. Avec des hauts, avec des bas, nous, on parle, je te parle normalement, tu vois, il y a pas quand je vais te faire une vidéo, il n'y a pas de répétition ou quoi que ce soit. On l'a fait sur le tas et c'est parti. Tu vois, elle est 100% authentique, et aujourd'hui, c'est le langage à adopter avec cette nouvelle génération, Julien. Bon, merci beaucoup. C'est trop sympa de nous avoir rejoints. Ça m'a fait hyper plaisir. Je pense que ça fait plaisir à Jamel aussi, ouais, carrément. C'était toujours un plaisir de te revoir. Et puis vraiment, Julien, faut que tu saches que Jamel, il a réalisé mon clip il y a 20 ans en arrière. C'est-à-dire, il a réalisé mon premier clip. Je sortais des cours Florent et je devais faire un court-métrage. Et c'est Jamel, t'es le seul qui faisait gratuitement. Non, je rigole. En même temps, ça me permettait de m'entraîner, tu vois. C'est ça qui est bien. Ouais, exact. Et Jamel, il a réalisé mon premier court-métrage, ouais. Et c'est de là que, donc il a eu un rôle aussi dans ta vie, pour te lancer, quoi. Il a cru en toi, Jamel. C'était le seul. Ouais, maintenant t'as 40 fois plus d'abonnés sur TikTok que Jamel, donc du coup tu peux dire que tu peux lui filer un coup de pouce maintenant, toi. Non, Jamel il est au-dessus. Julien, Jamel est au-dessus, c'est rien. Jamel, c'est la grande classe, Julien, c'est la grande classe. Jamel, en tout cas, le documentaire, il m'a dit qu'il il a bien circulé à Argenteuil, et les gens, ils en parlent, non? Ils sont contents d'avoir. Exact. Tout Argenteuil en parle. Tout Argenteuil en parle, et je vais te dire quelque chose, Julien, et Jamel. Tout Argenteuil en est fier. Et tu sais, je rencontre plein de familles, de parents, mais tous les jours. Merci pour le documentaire, franchement, super. Jamel, il a fait un excellent boulot. Franchement, merci de nous avoir rendu notre parole, de nous avoir notre fierté. Et sincèrement, tous les jours, on m'arrête pour me dire ça, Julien. Et franchement, Jamel, mais moi, je te remercie encore vraiment pour ce magnifique documentaire, franchement exceptionnel. Merci à toi surtout, et bravo pour ce que tu fais. Merci. Et surtout, j'ai un petit message pour Eric Collec, qui est mon co-réalisateur, et les producteurs aussi, Bouchra Rejani, Sylvain Plantard, qui ont permis à ce documentaire d'exister. Merci encore à toi, Hakim, franchement. Merci à toi. C'était génial de t'avoir, merci beaucoup. Et je propose merci Julien pour l'invitation, merci Jamel. Merci à toi. Prenez soin de vous, merci beaucoup. Et bravo à longue vie à Mediacœur. Merci Julien. Et Paul, si tu peux nous mettre, on va se mettre un extrait un peu en longueur. J'aimerais bien que cette question des mères célibataires, pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu abordé, je trouve. Quand on parle des banlieues, c'est pas quelque chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire cette question particulière qui est qu'il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent des gamins, et que après on va les blâmer en disant, je sais pas, j'avais même vu que on voulait leur enlever la CAF si leur gamin déconnait.
l'air de dire c'est elles qui sont responsables du truc, quoi. Et en fait, comprendre à quel point c'est dur quand t'es une femme seule qui habite dans une cité avec très peu d'argent, d'arriver à élever ses gamins et même de les faire manger, en fait. On en est là. Et j'aimerais bien, Paul, que tu nous montres. On va se regarder la séquence en complète. Alors, pas la séquence avec Laurence, non, comment elle s'appelle ta copine? Laetitia. C'est pas avec Laetitia. La séquence d'après, où en fait, c'est des bénévoles qui aident des femmes seules, parfois simplement à manger, en fait. Hein, parce que et ça peut être pour les papiers, ça peut être pour plein de choses, mais ça peut être des fois simplement parce qu'elles n'ont pas assez à manger pour nourrir leur famille, quoi. Et qu'elles n'osent pas demander de l'aide. Voilà, on va écouter ça. Elles ont préféré garder l'anonymat. Pudeur et discrétion sont les clés de leur action. Comment elles vont les mamans solo du quartier, Nadal? Mal. Mal. On les connaît personnellement, oui, donc ça fait mal. Ça fait mal. Et surtout quand on voit qu'elles ne sont pas soutenues. C'est une maman solo, 3 enfants, 4 enfants. Il faut aller faire les courses, il faut nourrir ses enfants. On a un enfant handicapé. C'est très, très, très difficile. J'ai un moment, les mamans elles vont lâcher prise. Il y a bien un moment où elles vont lâcher, c'est pas possible. On a beau être des guerrières, mais à un moment, on est des humains. Et dans ces familles, qu'est-ce qui s'est passé? C'est souvent le mari qui est parti? Ça dépend. Il y a des décès, il y a des maris qui se sauvent carrément. On a eu un cas, une maman qui travaillait, son mari qui s'occupait des papiers. Hein, souvent dans les familles, c'est le mari qui s'occupe du loyer. Il n'a pas payé le loyer pendant des années. Hein. Pendant plus de 2 ans. Elle s'en est pas rendue compte. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un courrier du tribunal pour être expulsée. Le papa, il a pris tout ce qu'il y avait sur le compte bancaire et il est parti. Et boum, elle a été expulsée. Elle se retrouve à des kilomètres dans un hôtel et ses enfants ne veulent pas quitter leur collège, leur primaire, ce qui est normal. Donc elle fait des 1h30, 2 heures de trajet tous les matins, tous les soirs. Toute la journée, elle est dehors. Jusqu'à 16h30, 17h. Et ah oui. Nous, des fois, on arrive à BH, bailleur social, à supplier, à leur dire, donnez-nous 15 jours supplémentaires, on vous garantit qu'on vous trouvera les 2 000, les 3 000 euros de dette. On en a eu une dizaine de familles comme ça. C'est vous qui allez directement voir le bailleur? Oui, bien sûr. Ah oui. Avec l'argent? Ah oui. Ça nous est arrivé plusieurs fois. En l'occurrence, ces mamans seules qui n'y arrivent pas, c'est quoi? C'est parce qu'elles ne travaillent pas à côté? Ou est-ce que vous en connaissez aussi qui travaillent, qui malgré tout n'arrivent pas à joindre les deux bouts mais on en a beaucoup qui travaillent. Hein. Ouais. Mais quand on voit le prix du pass Navigo pour leurs enfants, le prix de la cantine, 5 €. Le loyer, les charges, les courses. On vous dit, c'est énorme. Vous pouvez pas prétendre à l'APL parce que votre plafond est au-dessus à 1 €. Ouais. C'est triste. Et vous voyez chez ces mamans solo, justement, malgré la difficulté, malgré la précarité, avec plusieurs enfants à charge à la maison, cette forme de dignité? Tout à fait. Elles sont fortes. Ouais. Elles sont fortes, bien sûr. Elles sont fortes, elles sont souriantes. Elles ne demandent pas d'aide. Elles ne demandent pas d'aide. Vous savez, récemment, on a aidé une maman parce qu'elle n'a pas demandé d'aide. Hein. Je ne savais même pas que chez elle, il y avait beaucoup de soucis. Il y a une maîtresse qui m'a dit, oui, ces enfants-là, en fait, le matin, ils ne mangent pas, ils n'ont qu'un repas par jour. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai été voir la maîtresse, je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. Il faut qu'ils mangent à la cantine, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de payer la cantine. Mais c'est la coopérative de l'école qui va leur payer la cantine. Les enfants, ils sont en carence parce qu'ils ne mangent pas de viande, parce qu'ils n'ont pas de produits laitiers. On en voit, bien sûr, on en voit. Et les mamans qui font qu'un repas et qui mangent à peine pour pouvoir remplir l'assiette de ses enfants. Il y en a? Ah oui, il y en a. La maman, là, quand je la vois, elle est toute maigre et tout. Je lui dis, non, à un moment donné, il faut que tu te ressaisisses parce que tu tombes malade. Là, tu te soignes pas, mais je dis, oui, mais mes enfants. Justement, je lui dis, c'est pour tes enfants. Et on se dit, mais pourquoi pas faire la cantine gratuite pour ces enfants-là? Parents, ouais. Pour certaines catégories, hein, pas pour tous, hein, mais ça soulagerait beaucoup des familles. En tout cas, c'est dur à entendre, tout ça. C'est notre quotidien. Il faut le vivre. Nous, c'est tous les jours qu'on vit ça. Mais comment vous encaissez le choc de tout ça au quotidien? Ça fait beaucoup, quand même. Je ne vous cache pas que des fois, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Il y a des fois, on dit, c'est bon, moi, j'arrête. J'arrête, je peux plus écouter les problèmes des gens. Stop, je veux plus m'occuper de personne. C'est pas possible. Le lendemain, quelqu'un qui va m'appeler, il va me dire, j'ai pas à manger pour ce soir. Je vais appeler Fouzia. On va chercher un colis quelque part. Des fois, on ouvre nos placards de chez nous et on va donner. Voilà. On a été élevés comme ça, donc dans le partage. On a une chaîne solidaire qu'on trouvera jamais ailleurs.
que ce soit par Snap, par WhatsApp, par Facebook. Dès qu'on met juste une publication, le téléphone il sonne, ils viennent en bas de la maison, ils agissent tout de suite. Récemment, on a enterré une personne qui n'est pas de notre confession grâce à la générosité des Argenteuillais. On a évité l'expulsion d'une personne âgée grâce à la générosité des gens du Val-Nord. On aide aussi beaucoup de mamans en difficulté. On les aide aussi. Ouais, donc là vraiment c'est un moment... c'est touchant parce que t'as des femmes qui veulent même pas apparaître. C'est-à-dire que souvent les gens se disent ils font ça pour être reconnus dans la société comme des gens qui font le bien. Elles voulaient même pas montrer leur visage. Pourquoi ? C'est ce qu'elle raconte à un moment donné dans l'interview, c'est qu'elles veulent... en fait, leur discrétion, c'est la clé de leur action. En fait. C'est-à-dire que elles vont organiser la chaîne de solidarité, etc., avec les groupes WhatsApp, Snap et tout ça. Et en fait, les mères seules qui ont besoin de remplir le ventre de leur gamin ou de manger, elles vont pas oser demander de l'aide, en fait. Elles vont pas se plaindre. Et en fait, la chaîne de solidarité, elle va fonctionner au bouche à oreille. Et les bénévoles là, que j'ai interviewés, elles me disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller leur déposer des colis au pas de la porte ou chez elles. Mais il ne faut pas donner l'impression, en tout cas, il ne faut pas que les voisins les repèrent, quoi, parce que sinon ils vont se dire, tiens, elle est passée déposer un colis chez un tel ou une telle, c'est parce qu'elle est dans le besoin. Donc, c'est la honte d'être pauvre, en fait. On ne veut pas montrer aux autres qu'on est en difficulté. C'est ça, c'est une question de pudeur, de dignité, et que ces mamans, elles ont honte. Et elles ont honte, et donc elles préfèrent sauter un repas que d'aller au Resto du Cœur. Et de se montrer. Parce que c'est un quartier où tout le monde se connaît, où les mamans solo n'ont pas envie, n'ont pas envie de se plaindre, d'être plaintes. Enfin, c'est fou, hein. Et c'est ça qui est touchant, quoi. Et c'est pour ça qu'elle voulait témoigner anonymement, c'est pour qu'elle puisse continuer à agir discrètement dans le quartier, sans faire de bruit, et voilà, distribuer les colis alimentaires à droite et à gauche, sans être repéré, et sans se dire, tiens, un tel et une telle, on sait qu'elle est venue chez tel voisin telle voisine parce qu'elle est dans le besoin. Mais au-delà du côté témoignage émouvant, c'est un vrai problème de société, en fait. Moi, que j'avais pas forcément réalisé à quel point, quand t'as beaucoup de femmes seules qui élèvent des garçons, des filles, peu importe, et qui ont pas assez d'argent de toute façon pour presque mettre les pattes sur la table, tu crées forcément une génération de gamins qui vont partir en sucette. Parce que comment tu veux demander à des femmes seules qui ont pas l'argent pour payer à manger, d'ensuite assurer la bonne éducation, les devoirs le soir, le fait de s'assurer qu'il va pas traîner dans le quartier, qu'il a les bonnes valeurs. Enfin, en fait, c'est compliqué de les culpabiliser parce qu'elles sont dans une situation qui est c'est l'extrême pauvreté, en fait. On s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend pas compte. C'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur aussi d'en parler. Donc, il y avait le cas de Laetitia qu'on voyait avant, qui parlait à visage découvert, avec qui j'étais au collège et qui travaille, qui gagne un peu plus de 1300, un peu plus de 1600 euros par mois, qui bénéficie d'aide aussi. Au logement, de la caisse d'allocation familiale, mais qui refuse d'être augmentée parce qu'il suffit qu'elle soit légèrement augmentée pour que ces aides lui soient supprimées, par exemple. C'est ça. Ouais, ça, il y a un côté aberrant où, en fait, si tu travailles, tu gagnes plus, on t'enlève tes aides et du coup, au final, tu gagnes moins. Donc, c'est n'importe quoi. C'est ce que raconte Laetitia dans le documentaire. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est aussi une situation absurde. Elle arrive à nourrir ses enfants et à faire en sorte qu'ils puissent, les scolariser, les suivre, aller derrière eux. Et puis, t'as des mamans qui n'y arrivent pas parce que, il y a 2-3 enfants, qu'elles ne travaillent pas forcément, qu'elles n'arrivent pas à faire les courses. Enfin, tu le vois aujourd'hui quand tu vas remplir ton caddie, l'addition, elle n'est pas la même qu'il y a 5-10 ans. Tout le monde l'a remarqué que l'inflation est passée par là. Ça coûte de plus en plus cher de remplir son frigo aujourd'hui. Hein. Ça coûte cher. Hein. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça va très très vite. Hein. Avant, pour 40-50 euros, je pense qu'on pourrait pratiquement remplir un caddie, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et il y en a qui vivent avec, j'ai vu... je sais plus, c'est 600-700 euros par mois, quoi. Enfin, avec des gamins à
à élever, en plus. Ouais, donc du coup... Et puis après, t'as aussi des mamans qui ne demandent pas l'aide auquel elles ont droit. Hein. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui. Et elles le savent pas forcément. Elles ne savent pas forcément. Ouais. Et elles ne savent pas forcément qu'elles ont le droit à, par exemple, à une allocation de maman isolée. Quand une maman élève seule ses enfants, on a droit à une allocation de maman isolée en fonction de ses revenus. Certaines ne le demandent pas, automatiquement. Certains ne demandent même pas le RSA, alors qu'ils y ont droit, par exemple. Certains ne vont pas demander à avoir, via la coopérative scolaire, des réductions pour manger, pour que les gamins puissent bénéficier de la cantine. Enfin... c'est aussi ces mamans sont aussi un peu victimes, j'allais dire, de c'est très français, hein, c'est de la bureaucratie, quoi. Et toutes les démarches administratives à accomplir, même s'il y a un vrai travail de simplification. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple. Quand on va sur Internet, il y a un guichet unique. Mais encore une fois, il y en a plein. Hein. Aujourd'hui, 100% des gens qui ont droit à toutes les aides ne prennent pas, bien sûr. Ouais. Alors, on va prendre les questions de la communauté maintenant, parce que je pense qu'on a envie d'entendre vos questions maintenant, pas que les miennes. Donc allez-y, on va écouter. Juste moi, ma dernière question, c'est sur le fond du documentaire, qui est vraiment t'as choisi des parcours de vie qui sont tes potes à la base, et ça respire tout le temps l'optimisme, dans le sens où tu présentes des gens... c'est pas des héros, mais c'est des gens dans toute leur humanité. C'est hyper émouvant, et c'est des parcours de gens qui sont des gens bien. Enfin, franchement, les gens qu'on voit dans ton documentaire, c'est tous des gens bien, on sent des gens, ça se sent. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur? C'est-à-dire, en fait, t'as pris des parcours de vie avec des gens qui sont des gens bien, effectivement, dans des situations difficiles, mais est-ce que ça met pas de côté un peu, est-ce qu'on va pas te dire, ouais, mais c'est encore un discours lénifiant et gentil sur la banlieue, où ils sont tous gentils, et puis c'est l'État qui est méchant, et en fait, on montre pas le côté dark, les gens qui sont pas sympas, qui profitent, les gens qui font du trafic de drogue, les gens qui sont violents, tout ça, tu le montres pas du tout. Ça existe, mais parce que t'as considéré que ça, on le sait, et c'est pas la peine d'insister là-dessus, ou c'est un parti pris. En fait, ce que je voulais montrer dans ce documentaire, quand on voit les parcours d'Abdellah, Hakim, Toufi, etc., c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, en fait, dans les talks ou dans les JT. Donc, et encore une fois, ce documentaire, le parti pris, c'est de partir de mes images d'archives, de ceux avec qui j'ai grandi, et cette séquence de Nicolas Sarkozy qui nous avait tous touchés. Mais oui, c'est clairement un parti pris. Mais du coup, t'as pas été critiqué là-dessus, parce que j'ai envie de te dire, on est toujours critiqué, les journalistes, sur tu fais un travail de droite, tu fais un travail de gauche. On essaie toujours de nous catégoriser. Et là, on t'a pas dit, mais mec, t'as fait un travail un peu, t'es sympa. Enfin, tu montes la banlieue tout rose, alors que tu responsabilises pas les gens. Dans le documentaire, je montre pas que la banlieue est tout rose. Hein. Mais que les gens sont des gens bien. C'est ce que tu. Non, enfin. Je montre que mes potes d'enfance avaient des rêves de gamins comme moi, et que ces rêves, ils les ont transformés. Abdellah, il voulait être rappeur, Hakim voulait être comédien, Toufi qui voulait être artiste, Rafi qui voulait être comédien, humoriste, enfin il voulait être comédien. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont transformé leurs rêves. Et ce que je raconte, c'est que leurs rêves se sont pas brisés. Ils les ont transformés pour rester dans le quartier au service des autres. Mais t'as pas un pote qui est devenu un salopard, concrètement? Un pote qui est devenu un dealer, un pote qui est devenu un mec qui tape sa femme, un pote qui est devenu un mec méchant. Qui tape sa femme, j'en sais rien. Mais je veux dire, il y a ça aussi, quoi. Et les gens de banlieue sont pas mieux que les autres, j'imagine. Ni moins bien, ni mieux, en fait. Ils sont comme tout le monde. Mais après, il y a des parcours... dans mon entourage, je veux dire, comme dans le tien, j'imagine aussi, il y a des vies fauchées par la drogue, par l'alcool, par le chômage, par les violences conjugales. Moi, je voulais montrer surtout des mecs qui étaient au service des autres et des femmes qui étaient au service des autres. Elles sont pas là à réclamer la Légion d'honneur. Elles touchent pas le salaire d'un cadre. Ce sont des gens extrêmement modestes qui sont restés à Argenteuil, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu partir, mais qui sont restés pour s'occuper des gamins, avec des situations délicates, comme tu l'as vu, de violence, de harcèlement, de pauvreté. Enfin, pour moi, c'est pas rose, ça. Peut-être que eux, aujourd'hui, ils sont heureux dans ce qu'ils font, et c'est très bien, et moi, je suis content qu'ils soient heureux. Mais ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, eux soient obligés de transformer leurs rêves, de rester dans le quartier dans lequel ils ont grandi, pour s'occuper des autres, parce que l'État a failli. C'est pas rose de raconter ça.
Pour moi, c'est pas rose. Oui, mais donc après tout ce qui est effectivement délinquance, trafic de drogue et autres, moi je pense que toi comme moi, qui sommes journalistes, je pense qu'on le raconte suffisamment à longueur de JT. Je peux t'en parler. Pour en mettre une couche, quoi. Dans les matinales, et je le ferai très régulièrement, que ce soit en région parisienne ou même ailleurs, de raconter justement ce qui va pas. Et ça, on le fait tous les jours. Donc pour moi, c'était important dans ce documentaire de mettre en avant ces profils-là et de pas raconter une histoire qui est rose, mais de raconter une histoire de dignité en fait, mais qui devrait même pas exister, parce que ce que font ces gens-là, à la différence de moi en fait, j'ai peut-être pas forcément du mérite, mais ce qu'ils font, c'est que eux ils comblent un vide. Moi, j'ai réussi à réaliser un de mes rêves de gosse. Eux non, ils ont transformé leur rêve de gosse pour combler un vide. Que l'État ou les collectivités... Tu voulais être journaliste, c'était ton rêve de gosse, et du coup tu l'es devenu. C'était un de mes rêves de gosse. Moi, ce que je voulais, c'était raconter des histoires. Moi, j'étais, comme tu l'as vu, très tôt, avec une caméra dans la main. Moi, je voulais raconter des histoires avec ces images. Je trouvais ça extrêmement puissant de raconter des histoires humaines, et en plus en faisant passer des émotions. Et voilà, je voulais réaliser au départ. Et puis très vite, les études de journalisme, parce que j'avais un père qui voulait pas que je fasse d'études, ma mère si, donc fallait trouver un compromis. Et voilà, pour moi, c'était le journalisme. Mais moi, je voulais être réalisateur au départ. J'ai un peu transformé aussi mon rêve de gosse. Tu t'as fait un documentaire. J'ai fait un documentaire. Mais ce que je veux te dire, c'est que effectivement, cette histoire, elle est. Moi, j'aurais adoré voir mes potes d'enfance, aller les voir à, je sais pas, à l'Olympia ou au cinéma. C'est les gens qui réalisent tous leurs rêves de gamin, c'est finalement assez rare. C'est ça, c'est vrai que c'est rare. Mais au final, pour moi, c'était la moindre des choses que de raconter leur histoire, de ce qu'ils font au quotidien. Encore une fois, au service des gamins, quoi. Ils sont là à combler un énorme vide, quoi. C'est des beaux personnages en tout cas. Allez, je prends les questions. Donc il y a Med15 qui dit: Jamel, est-ce que tu penses que ce reportage peut changer le regard de certaines personnes et faire évoluer dans le bon sens? C'est pour ça que tu l'as fait, quoi. J'ai pas fait pour faire évoluer dans le bon sens. Moi, je l'ai fait pour raconter parce que j'étais ultra légitime pour le faire. J'avais ces images d'archives, j'étais encore en contact avec mes amis d'enfance. Ce que je voulais, c'était de montrer effectivement que nous qui avons été insultés à l'époque de racailles, aujourd'hui, 20 ans après, on est tous sauf des racailles, quoi. Enfin, c'est terrible, hein, mais... Il y en a sûrement qui sont devenus délinquants, dans les gens qui étaient sur la place, mais vous, il y en a sûrement qui le sont devenus, évidemment. C'était caricatural, ouais. Mais oui. Donc, mais c'était aussi une forme de réparation. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu ce doc. Il y a Marilou qui dit c'est quoi le bilan concrètement? C'est pire qu'il y a 20 ans ou pas? Quand toi t'es revenu, tu t'es dit tiens là, c'est pire qu'avant. En fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. En 20 ans, il s'est passé plein de choses. Il y a eu du mieux. Franchement, depuis ces 20 dernières années, il y a eu le fameux... Qu'est-ce qui allait mieux, du coup, là? Ce qui va mieux, c'est l'urbanisme, déjà. Ça va un peu mieux. Ah, ils ont rénové un peu les Ils ont immeubles, vachement rénové. Ouais. Il y a eu le plan ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il y a eu des milliards, on peut le dire, des milliards qui ont été investis dans toutes les banlieues françaises qu'il fallait rénover. Il y a eu des bars et des immeubles qui ont été détruits, des espaces qui ont été rendus plus agréables à vivre. Mais il y a eu dans ce plan-là, on a un peu oublié les gens. En tout cas, on a mis le paquet sur le bâti, sur la rénovation. Et de la belle mais peinture. un peu moins sur les gens. Et le patron de l'ANRU, donc de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'a lui-même reconnu il y a moins de 24 heures dans un documentaire qui est passé hier soir sur Public Sénat, que je vous invite à regarder, qui s'intitule Grigny, la fabrique de banlieue, de Pierre Puchot. Et en fait, il raconte qu'effectivement, il y a eu de la rénovation du bâti, mais il aurait fallu un peu plus de social, d'investissement dans les gens, sur l'aspect économique, sur aussi l'aspect sécuritaire. Enfin, sur tous ces aspects-là, il explique aussi qu'il n'y en a pas eu assez qui a été fait. Ça suffit pas de rénover, même si c'est important, il faut ensuite qu'il y ait une politique globale, quoi. C'est ça. Alors j'ai Boulotte, 22. Et tout le monde a des noms un peu comme ça sur Twitch, donc ça ne te choque pas, c'est normal. C'est mignon, il va falloir que je trouve le mien. J'ai Cronambule aussi, qui est un adepte. Sans faire de psychologie de comptoir, que je m'apprête à faire, il prévient, vous êtes le seul du doc à avoir quitté Argenteuil et à avoir accompli votre rêve. Est-ce culpabilisant parfois? Est-ce que tu te sens coupable quand tu reviens voir les gens, de te dire putain, moi je m'en suis sorti et je reviens les filmer, quoi? Je vais répondre sincèrement à Boulotte. 22.
22. Il y avait beaucoup de culpabilité avant que je fasse ce documentaire. Et c'est peut-être ce qui m'a donné aussi envie de le faire. C'est que j'étais arrivé à une étape de ma vie, peut-être la fin d'un cycle, j'en sais rien, où je me posais beaucoup de questions sur mon avenir et je m'étais du coup beaucoup penché sur mon passé. Et j'avais rouvert cette boîte à archives là, de cassettes pour regarder les archives et ça m'a donné envie de faire ce documentaire. Ouais, j'avais le sentiment d'être parti et de les avoir abandonnés en fait. Et il y avait cette culpabilité-là, de me dire, bah voilà, écoute mec, t'as pensé à ta carrière et puis tu les as laissés quoi. Et c'est ce qui m'a donné aussi en partie envie de parler d'eux. Et tu te sens toujours aussi proche quand tu y retournes, ou tu as un syndrome un peu de l'imposteur, tu te dis mais moi j'habite dans les beaux quartiers, je gagne bien ma vie, je suis un peu connu, et puis je reviens, et est-ce que je me sens vraiment proche des gens, ou est-ce que je le surjoue? Comment tu te sens? Bah, moi je me sens bien, j'ai pas l'impression... alors je suis parti il y a une dizaine d'années, mais je sais pas, j'ai jamais eu le sentiment d'être vraiment parti, même s'il y a eu cette culpabilité-là. Après, mes potes d'enfance, on se voit beaucoup moins qu'avant, parce que moi, ils sont, voilà, chacun a une vie de famille. Mais il y a cette amitié qui est restée. Enfin, je raconte un peu les coulisses. Tout à l'heure, tu m'as présenté un de tes amis d'enfance que tu connais depuis très tôt. Mais il se trouve que dans le stream, il y en a qui le connaissent parce que Pierre, je l'ai fait intervenir dans le stream régulièrement. C'est pareil, c'est mon poteau il est dans la salle d'à côté. C'est mon pote de toujours. On était, voilà. Donc je comprends ce que tu veux dire. Après, Pierre, lui aussi, il est parti. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'en ai jamais parlé. J'ai pas grandi dans les mêmes conditions que toi du tout. Hein. Tu montres à un moment que tu vis dans des petits apparts. Vous êtes à 4 frères et sœurs dans la même chambre et tout. C'est ça. Mais on était 4 garçons dans la même chambre, on était 7 frères et sœurs. D'accord, voilà. Tu vois, moi, rien à voir ce qu'on a vécu avec Pierre. On était dans des immeubles de la ville d'en face, à Sannois, donc de l'autre côté du pont. Tu connais, il y a un pont et qui séparait Sannois d'Argenteuil, donc rien à voir les conditions. Nous, on était dans des immeubles de 7 étages, qui étaient tout à fait corrects. Bon, mais voilà, Pierre, c'est quelqu'un qui est parti aussi de la banlieue, et moi j'avais très fort cette envie de quitter la banlieue, même si c'était pas la même banlieue que toi. Je comprends totalement cette envie de partir, quoi, et de s'extraire de ce lieu-là pour aller ailleurs. Et voilà, moi j'avoue que j'ai plus d'amis de là où je viens quasiment. Et c'est pas facile pour moi quand je rentre, parce que je me sens plus du tout à ma place là-bas. Non. Enfin, toi, t'as l'air de trouver encore à ta place. Je sais pas si j'y retournerai. Je me pose encore la question, est-ce que je reviendrai un jour? Je sais pas. On dit toujours qu'on revient toujours d'où l'on vient, mais en tout cas, là, je suis revenu pour le doc et j'y reviens régulièrement parce que j'ai encore toute ma famille là-bas. J'ai ma mère, j'ai mes quelques frères et sœurs qui sont encore là-bas, donc j'y reviens, j'y retourne à Argenteuil. J'y retourne. Okay. Ils habitent encore dans cette cité-là? Ma mère est toujours dans le même appart, ouais. D'accord. J'étais tout à l'heure. Ouais. Donc, et c'est parce qu'elle veut vivre là, ou c'est parce qu'elle est pas forcément c'est drôle parce qu'il y a quelques années et encore récemment, elle se dit voilà, c'est vrai que c'est trop grand, mais en fait elle se voit pas ailleurs, quoi. Enfin, elle a toutes ses habitudes, ses voisins, ses amis, les petits commerces, tout ça, donc elle se voit pas partir. Donc c'est pas si désagréable à vivre quelque part, parce que encore une fois, des images à un moment où tu vois la dalle vide en fait, et t'as l'impression que c'est moi en tout cas de mon quartier où quand je reviens, je trouve ça mort. Mais peut-être parce que j'habite à Paris maintenant, mais j'ai l'impression que c'est vide, c'est mort. C'est le même sentiment. Les commerces, tu le dis, ils ont disparu, il y a plus de vie de quartier, quoi. Il reste beaucoup moins, quelques dizaines de commerces, une vingtaine de commerces, je crois, sur la dalle pour 15 000 habitants. C'est vraiment pas beaucoup. Mais effectivement, voilà, on voit la dalle. Ouais, je l'avais connue, et la génération d'avant avait connu aussi encore plus une... il y avait à gauche, là, on voyait, il y avait un Franprix, il y avait plein de petits commerces. Là, c'est le bureau de poste qu'on voit qui est fermé définitivement, un peu comme dans certains villages. Hein. Il y a vraiment une désertion de commerce, de services publics, quoi. Et c'est vrai que là, il y a la boulangère, Sonia, que j'ai connue il y a plus de 30 ans, quoi, 35 ans, plus de 35 ans. Elle se rappelait vraiment de toi, ou il a fallu que tu dises je suis Jamel? Non, elle se souvenait de moi, et en fait, parce que des fois, je la croise de loin dans le quartier, mais quand j'étais petit, elle me donnait des bonbons quand j'achetais le pain, et je lui disais merci pour les caries. Elle me dit j'avais un contrat avec le dentiste. Et donc c'est vrai que
un peu comme toi, quand j'y retourne sur la dalle, je me dis, attends, c'est mort, quoi. C'est pas comme ce que j'ai connu avant, où ça grouillait de monde, il y avait plein de commerces ouverts, il y avait une librairie, une auto-école, le boucher, une boucherie Chevaline, il y avait plein de commerces. Les boucheries Chevaline, il n'y en a plus beaucoup d'une manière générale en France, je crois, c'est terminé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a même pas de supermarché sur la dalle. Avant, il y avait un Mammouth, il y avait Leclerc, puis il y avait un Leader Price, puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a un petit marché une fois de temps en temps. Et donc, les habitants, ce qui est terrible, c'est qu'ils sont obligés de prendre le bus pour aller faire leurs courses. Ce qui n'est pas évident pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, oui, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus... ça fait vraiment village, quoi. Je pense que Piketty a raison hein, quand il dit qu'on peut comparer certaines banlieues à certains villages. On est dans un village, là, sur la dalle. Hein. Ouais, avec les mêmes problèmes d'accès aux services publics, les villages qui n'ont plus le bureau de poste, qui n'ont plus de... Il y a quand même un dispensaire, bon, il y a des médecins, mais voilà, comme je t'ai dit, il n'y a plus de supermarché. Il y a une médiathèque qu'on la voit en face qui est magnifique et 2 fois plus grande qu'avant. Et ça, c'est l'image de la dalle un peu avant ça. Ça, c'est juste derrière, salle de spectacle. Il y a Cronambule qui dit, qui est vraiment un des tauliers de ce stream avec quelques autres, hein, Salut Cronambule. On se connaît maintenant très très bien avec Babar, etc. Qui on se connaît depuis longtemps. Mais qui dit c'est aussi un des drames, la désertion des services publics, des commerces de proximité, la vie associative. C'est ça en fait le plus gros. Ce qui t'a le plus choqué, c'est que tout ça existait quand t'étais là-bas et ça a disparu quoi. Ça a disparu et en revanche, ce qui n'a pas disparu, c'est l'immense élan de solidarité qu'il peut y avoir, comme avec les mamans seules. C'est-à-dire que la nature est hors du vide, quoi. Les familles pauvres qui sont là, elles s'entraident. Même s'il y a une famille qui galère, il y en a toujours une qui va aider l'autre. Voilà, il y a une énorme solidarité. Moi, je le vois, du coup, depuis le documentaire, je reçois plein de messages d'appels à la solidarité, les groupes WhatsApp, tout ça. Mais effectivement, heureusement qu'il y a cette solidarité-là, en fait. Mais c'est sûr que, comme dit Cronambule, il y a... C'est encore une fois, hein, comme je te disais, la nature est hors du vide. Si les services publics, les commerces partent, qui est-ce qui va remplacer ça ? Ça va être la misère, les trafiquants, les trafiquants, etc. Parce que Hakim, tout à l'heure, disait que le trafic n'avait pas trop pris à Argenteuil. Il a sûrement pris moins qu'à d'autres endroits, mais il y a des endroits où c'est complètement gangréné, du coup. Argenteuil, il y a le Val d'Argenteuil et la dalle, est un peu à part, plutôt épargné, mais il y a des points de deal. Il se cache même un petit peu moins aujourd'hui. Mais c'est pas comparable à d'autres quartiers d'Argenteuil, comme à Orgemont, par exemple, qui est vraiment un quartier qui est délabré, que le maire veut essayer de rénover, en fait. Hein, mais où c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est gangréné. Où tu as vraiment de la misère, tu as beaucoup de pauvreté et tu as aussi beaucoup de trafic, malheureusement. Là, il y a Sol Diril qui dit un truc intéressant. Il dit « Bon, moi, j'ai un autre point de vue. Je suis fils de policier. Et je vivais dans ces grands ensembles. Je peux vous dire que c'était très dur. J'étais vraiment bien vu dans le quartier. Mon père a arrêté quelqu'un. J'avais son petit frère dans ma classe. Autant dire que je me suis fait massacrer. Donc, tout le monde, il est gentil, j'ai un doute. » Ouais, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un parti pris que tu as eu dans ce documentaire de montrer des gens positifs, des gens... des gens bien, quoi. Mais ce qu'il rappelle, c'est qu'il faut pas idéaliser non plus et que lui, il était fils de policier, qui s'est fait vraisemblablement tabasser, que ça existait déjà, quoi. La violence contre l'autre, celui qui est différent. Là, on a l'impression que les Juifs, les Arabes, les Portugais, tout le monde vivait bien ensemble. Et il y avait déjà de la violence, il y avait déjà... C'était dur aussi, quoi. Ça, Oui, mais c'est comme partout, hein. Je veux dire, probablement plus de violence que dans d'autres endroits, non ? Quand tu regardes les chiffres de la délinquance, il faut aussi se fier à... C'est notre métier d'ailleurs, de regarder un peu les chiffres. Quand tu consultes les chiffres du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, tu as un peu moins de chances de te faire voler ton portable à Argenteuil qu'à Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de la délinquance. Donc, quand tu regardes les histoires... mais il n'y a pas que ça comme type de délinquance. Il n'y a pas que ça comme délinquance. Il y a plusieurs formes de délinquance. Les violences conjugales, ça touche aussi bien les quartiers, les villages, que les grandes villes. Violences sexuelles, pareil. Pareil. Donc, mais je vois pas ce qu'il veut dire par là, en fait, parce que là, il parle de sa situation. Il dit qu'il faut pas idéaliser ce qui se passe dans ces quartiers-là, et que c'est ce que je dis. C'est un exemple de fils de flic. C'est très compliqué parce que ça doit être dur. Fils de, bien sûr, c'est très compliqué. Donc, mais c'est compliqué que tu soit à Argenteuil ou même dans une autre ville de France, quand
ton papa est impliqué dans le fait qu'il est interpellé. Oui, mais par exemple, Sarkozy se ferait pas recevoir pareil. Le ministre de l'Intérieur se ferait pas recevoir pareil dans tous les quartiers. Il y a un sentiment, probablement une tension avec la police, avec l'autorité, avec l'État, qui n'existe pas dans plein d'endroits. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, si on compare avec des villages français, il n'y a pas la même défiance envers l'autorité publique qu'il peut y avoir, même si il y a des contre-exemples, les gilets jaunes, etc. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas cette même confrontation régulière avec les forces de l'ordre, avec la police. C'est très particulier. C'est particulier aux banlieues, ça. C'est particulier aux banlieues, mais parce qu'il y a une histoire aussi. On va pas se mentir. Encore une fois, depuis la suppression de la police de proximité, et même ça a commencé un peu avant, et notamment depuis la suppression de la police de proximité, il y a les rapports se sont un peu tendus entre la jeunesse et les forces de l'ordre. Il y a eu aussi des bavures, il y a eu des arrestations qui ont mal tourné. En plus du contexte économique, enfin voilà, ça crée de la violence, ça crée des tensions, tout ça. Donc il y a Nita qui a un point de vue que j'aime bien parce qu'elle va nous décadrer un peu. Elle dit que on peut tout mettre sur le dos des services publics ou des inégalités de revenus, mais je suis pas sûr, elle dit, il y a les smartphones, les e-commerce, tout un tas de choses qui font qu'on n'a plus besoin de se parler et plus grand chose à faire ensemble. C'est vrai qu'on peut être que du côté socio-économique, mais en même temps, il y a un truc vrai qui est qu'on est dans une société où le lien, il se distend, quoi. On est sur nos smartphones et, ok, il y a la solidarité entre les gens, mais il y a un problème de lien humain entre les gens et ça joue. Ouais, ça c'est plus global. C'est pas que dans les banlieues, là, pour le coup. C'est pas que dans les banlieues, hein, mais c'est vrai que moi, je le vois aussi dans mon quartier. Hein, j'en parlais avec mes potes d'enfance, ils me disaient, tu sais, entre les voisins, ils se parlent beaucoup moins qu'avant. Avant, tout le monde était dehors, nous, on n'avait pas de smartphone, et c'est vrai qu'on était tout le temps dehors. On savait où retrouver les potes, sans s'appeler. On se retrouvait dehors. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu retournes, pas forcément à Argenteuil, mais un peu partout, hein, les gens sortent moins, et c'est même un phénomène qu'on observe chez les jeunes. Ils font un peu moins la fête que nos générations ou la mienne. C'est que je le lis. C'est un truc de vieux con. J'en sais rien, en tout cas je le lis aussi dans la presse et je le vois aussi dans mon entourage. Et j'ai le sentiment que les jeunes sortent de moins en moins en boîte, comme on dit, quoi. Ils font plus des soirées, peut-être dans les apparts, tout ça. Mais ce que j'avais lu aussi, c'est que les réseaux sociaux, effectivement, quand tu as les réseaux sociaux, tu sais tout sur tout le monde et tu n'as plus trop envie de sortir, quoi. T'as plus besoin d'aller les voir parce que tu as vu leur TikTok, quoi. C'est triste, hein. Arrête, on va parler comme des vieux, là. C'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant, c'est clair. Il y a Pyrolès qui dit la politique de faire du chiffre dans la police, à l'époque de Sarko, ça fait pas mal empirer les rapports entre les quartiers et la police. En gros, il dit qu'il y a une politique du chiffre. Il fallait un nombre d'arrestations, un nombre de cas élucidés, etc. Et que ça a créé des tensions. Ça, il faudrait ressortir les chiffres là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que là, je pense pas que le niveau de tension dans les cités était le même entre la police et les habitants il y a 30 ans quand on était gamin, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression que là, il y a après, j'habite pas sur place, mais que ça c'est tendu tout le temps, quoi. Ouais, c'est tendu tout le temps. Et Hakim, on n'a pas eu le temps d'en parler avec lui, mais c'est vrai que quand je l'avais rencontré pour le tournage du documentaire et qu'on avait un peu discuté, et puis je voyais passer le camion de police. Et donc je lui pose la question, je lui dis mais vous travaillez ensemble, de la main dans la main? Il me dit non, pas du tout. Ça, des fois, je me demande s'ils savent ce qu'on fait. Et moi j'étais halluciné. J'ai dit comment ça? Il dit non, parce qu'ils ne nous voient pas forcément comme leurs collègues ou comme des gens qui permettaient de désamorcer certaines situations, qui évitaient aux policiers d'avoir à intervenir, soit des faits de harcèlement par exemple. Donc je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a ces France qui se parlent plus, quoi, qui se parlent pas. Ce qui est terrible, hein. Mais je peux te donner l'exemple aussi de moi, mon ressenti quand je vais à Paris ou quand j'ai parlé de mon documentaire sur Argenteuil, j'ai des collègues qui m'ont dit comme ça c'est cool, t'es ultra légitime pour le faire, d'ailleurs t'es même courageux parce que moi j'y mettrais pas les pieds. Alors que c'est à 9 minutes de la gare Saint-Lazare, Argenteuil. Hein. C'est à côté. Donc voilà, c'est des gens qui malheureusement se parlent pas. Et je trouve ça dommage. En vrai, il y a des Argenteuil, la dalle d'Argenteuil, je pense que ça va. Après, il faudra avoir aussi de bonnes raisons pour y aller. Il y a des cités où tu te verrais pas te balader juste pour te balader, quoi. Non.
Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est dangereux, mais déjà, t'as rien à y faire. Et puis, effectivement, alors peut-être parce qu'on en a trop parlé et qu'on nous a fait peur avec ça, mais t'as l'impression que tu serais peut-être pas en sécurité si t'allais dans les grosses cités de banlieue parisienne. Je sais pas comment ça se passe. Ouais, peut-être dans certaines cités, mais en tout cas, si tu vas sur la date d'Argenteuil... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai envie d'y aller avec toi, du coup. Il n'y a pas de problème avec l'équipe de tournage. Il y a une superbe médiathèque qui vient d'être inaugurée il y a quelques mois d'ailleurs, qui est ultra moderne. Donc après, c'est comme partout dans les grandes villes. Si tu viens, tu te balades tout seul le soir dans des rues pas très éclairées, tu peux avoir ce sentiment aussi d'insécurité. Il peut t'arriver aussi des galères. On l'a vu dans les transports en commun. Tu peux tomber sur n'importe qui, malheureusement, aujourd'hui, qui va s'en prendre à toi, soit pour te faire les poches, soit parce qu'il est déséquilibré. Malheureusement, c'est une société avec zéro délinquance et zéro crime. Malheureusement, ça n'existe pas. Merci Dars Aliot pour le sub, c'est cool, merci beaucoup. Bon, on va libérer le pauvre Jamel Mati. Je rappelle que c'est quelqu'un qui travaille en matinale. Et vous vous rendez pas compte peut-être, moi je l'ai pas fait beaucoup, mais de travailler... À quelle heure tu t'es levé ce matin ? À 2h45. Il s'est levé à 2h45 du matin, il a travaillé toute la matinée et il a été tellement sympa qu'il est venu discuter avec nous le soir. Donc franchement, mais merci parce que tu dois être fribouillis et merci ça se voit pas. Franchement, non, tu ça va, tu fais bonne figure, mec, tu fais bonne figure. Merci à toi pour ton invitation et merci à vous tous sur Twitch. C'était un vrai plaisir. Bon, il y avait beaucoup de questions là, je peux pas tout prendre et je peux pas tout lire, mais donc merci en tout cas d'être resté avec nous. C'était une thématique. On n'a jamais abordé ce genre de choses. Moi, en général, je fais de la vérification de l'info, je parle de beaucoup des États-Unis, de Trump, on en a longuement parlé ensemble. Là, je suis parti sur une thématique qui n'a rien à voir, les banlieues, j'aurais jamais parlé de ça, simplement parce que ton documentaire, il m'a plu, parce que ta démarche, elle m'a plu, et je trouvais ça sympa. Donc, voilà, je vous ai fait découvrir autre chose, j'espère que ça vous a plu. Vous avez rencontré un mec chouette, je pense, donc continuez à le suivre, et suivez Hakim, là, et ses Bédi Hackers, je trouve ça tellement bien ce qu'ils font. Et un grand merci, Jamel, franchement. Merci à toi, surtout. Tu peux aller dormir tranquille, sur tes deux oreilles, le sentiment du devoir accompli. Merci à toi. Salut tout le monde.